plaisir d'accueillir donc aujourd'hui Claude Pouet, on en a parlé. Bonjour Claude. Bonjour. Voilà, on s'est dit bonjour tout à l'heure, directeur d'Arc Service et trésorier de Planète Copropriété. Olivier Terral, bonjour Olivier. Bonjour à tous. Voilà, responsable du pôle co-construction et partenariat, mobilité, programme mobilité électrique, pardon, chez Enedis. Également avec nous, Frédéric Delomo. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Directeur habitat et rénovation à l'agence parisienne du climat. Ensuite, on a pour The Plug, Émilie Méranger-Gay. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Qui nous rejoint just in time. Vous êtes directrice marketing et produits pour The Plug. Ensuite, on a Camille Horry. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Vous êtes chef de projet Advenir Formation au sein de Aver France. Et enfin, Ludovic Coutan. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous êtes ingénieur conseil et business développeur chez Aver France également. Voilà, vous voyez. Non, là, je crois qu'il y a une petite… c'est un ancien titre, ça, qui a dû être tiré de mon LinkedIn qui n'est pas à jour. Je suis responsable du programme Advenir à l'Aver France. Voilà. Ah ben voilà, ben vous avez corrigé. Effectivement, il faudra corriger aussi sur LinkedIn, qui est une source maintenant d'information. En tout cas, bonjour à tous. Alors, quand on a préparé cette table ronde, on a dit qu'on allait peut-être, avant de commencer dans le débat, c'est commencer par des petites présentations pour caler un petit peu le sujet. Hein. C'est ça, Claude? Oui, c'est bien ça, oui. Et on s'était dit… C'est toi qui as la main. Alors, je vais le faire pour toi avec plaisir. Voilà. Allez, je partage l'écran. Les autres, vous pourrez… Donc, je vais intervenir donc, en tant que représentant de l'habitat privé, hein, puisque l'ARC compte à peu près au niveau national 15 000 copropriétés adhérentes. Hein. Et donc, si on peut passer au slide suivant, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ARC, donc, vous voyez, j'ai même un peu gonflé les chiffres, hein, puisque c'est écrit 14 000 alors que j'ai annoncé 15 000. Vous voyez, on va dire que c'est dans la marge d'erreur. Hein. Nos objectifs à nous, c'est aider les conseillers syndicaux et syndics bénévoles à mieux gérer leur immeuble. Donc, on fait des études de charges, on les aide à renégocier les contrats, la mise en place d'outils de gestion autonome, et puis améliorer le fonctionnement global de la copropriété. Voilà, on fait du conseil, de l'assistance, et en plus, on a des outils et des services que nous mettons à la disposition des 14 000 copropriétés adhérentes. Alors, le sujet d'aujourd'hui, hein, qui porte sur le rechargement des véhicules électriques. Bon, c'est un sujet d'actualité, ça, je ne vous apprends rien, et donc il fait l'objet de nombreuses sollicitations de la part de nos adhérents. Donc, c'est cette vision de terrain que je vais essayer de vous présenter dans le cadre du slide suivant. Alors, qui s'intitule « Les raisons qui incitent les copropriétés à installer une infrastructure de rechargement des véhicules électriques ». Alors, comment ça se passe? Bon, donc, les adhérents nous appellent, hein, ils demandent notre soutien, notre conseil. Bien souvent, pourquoi ils nous appellent, hein? Ce n'est pas parce qu'ils ont un plan structuré, parce que ça s'inscrit dans un plan général d'équipement ou de développement. Non, c'est parce que bien souvent, il y a des copropriétaires qui ont décidé d'acheter une véhicule électrique et qui ont besoin de procéder au rechargement de ce véhicule électrique et qui se tournent vers le conseil syndical ou vers le syndic pour savoir mais comment s'y prendre, comment faire pour installer, pour disposer d'une borne. Ce n'est pas transparent l'installation d'une borne. Hein, il y a tout un équipement, il y a des autorisations à demander au niveau de l'Assemblée générale parce qu'il y a des câbles qui passent dans les parties communes, etc., etc. Donc, ce n'est pas transparent. Alors, pourquoi? Alors, ce phénomène, j'ai l'habitude de l'illustrer de la façon suivante. Il y a 2 ans, 3 ans, quand on faisait un mardi technique, Émilie doit s'en rappeler, on faisait un mardi technique, on avait 5 ou 6, c'est nos formations techniques, hein, à l'ARC. Bon, on avait 5 ou 6 personnes qui participaient. Maintenant, on fait salle pleine, si vous voulez. Donc, en 2 ans, 3 ans,
on voit que c'est devenu un vrai sujet de questionnement, de préoccupation au niveau des copropriétés. Et tout ça, pourquoi? Parce que, comme je l'indique là, il y a des incitations politiques à acheter des véhicules électriques et donc de s'équiper de bornes de rechargement avec des aides de l'État qui peuvent aller jusqu'à 7 000 euros. Il y a aussi la politique commerciale des constructeurs. On voit sortir de nouveaux modèles, des modèles hybrides, des modèles totalement électriques. Là aussi, avec des incitations financières, avec des aides. L'actualité récemment, c'est le développement des ZFE. Alors ça, là aussi, ça vient d'être au grand jour, là, ces zones à faible émission qui limitent la circulation des véhicules polluants dans certaines zones, surtout dans les grandes villes. Par exemple, nous, en région parisienne, la métropole, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur de la A86, les véhicules qui sont critères 4 et 5, ils peuvent plus circuler. Et l'année prochaine, c'est les critères 3. Or, un critère 3, c'est par exemple une voiture diesel qui a à peu près 10 ans. Donc, beaucoup de véhicules. Donc, vous voyez, beaucoup de raisons qui amènent les résidents d'une copropriété à se dire mais bon, ça, je vais devoir changer de voiture. Donc, je regarde ou une solution hybride ou une solution 100% électrique et comment après je vais faire pour la recharger et tout ça. Voilà. Donc, j'en ai peut-être oublié. Je pense que Frédéric Delomeau pourra compléter par la suite parce qu'il a comme moi aussi une vision du terrain. Des besoins du terrain. Mais voilà, aujourd'hui, ça bouillonne et on sent que ça monte en puissance. Voilà. Et donc, le slide suivant, c'était les freins à lever. Parce que, dire que ça explose et tout, mais bon, il y a quand même quelques freins à lever. Alors, je dirais, je l'ai mis en avant, ce n'est pas forcément le bon ordre, mais bon, il y a le refus de certains copropriétaires de participer au financement d'un projet dont ils ne voient pas l'utilité à court terme pour leur propre compte. Alors, comme il y a des votes à l'Assemblée générale, c'est la démocratie de la copropriété qui est en jeu. Si les personnes n'adhèrent pas au projet, n'en voient pas l'utilité pour elles-mêmes, elles vont voter contre. Et donc, ça peut poser des blocages. Alors, deuxième sujet, c'est la réticence à mettre en œuvre une solution qui ne dépend que d'un seul prestataire propriétaire de surcroît de l'infrastructure horizontale. Parce que bien souvent, les copropriétés s'orientent vers des solutions telles que proposées par The Plug, je pense que tout à l'heure il reviendra, où il y a un prestataire qui est choisi, qui investit, et qui ensuite a la maîtrise totale du réseau. Donc, souhait de pouvoir choisir à leur guise le prestataire qui installe la borne de rechargement, ça c'est par rapport à l'emplacement sur l'emplacement de stationnement. Il est évident que dans certains cas, comme il y a une convention qui est passée avec un prestataire, les copropriétaires ne sont plus libres de pouvoir choisir celui qui va installer la borne. Je ne parle pas là du réseau d'infrastructure. Donc là aussi, M. Terral tout à l'heure va y revenir sur toute la partie infrastructure et tout ça, et avec la proposition d'Enedis sur ça. Là, je parlais plus sur cette partie place de stationnement. Et donc, nous, on découple bien les deux choses. Il y a tout le réseau d'infrastructures avec donc des possibilités de choix et tout ça, ça va être évoqué plus tard. Et puis, ce qu'on fait sur la place de stationnement. Et enfin, ce qui est demandé, c'est la transparence sur le processus et le réaliser de la facturation des consommations de chaque utilisateur de ce dispositif. Parce que c'est toujours la même rengaine, c'est que les copropriétaires qui n'utilisent pas le réseau, ils ne veulent pas payer pour les autres. Donc, et ils veulent être certains
que c'est pas le cas. Donc d'où l'idée de la transparence. Et j'y rajoute un dernier point, en guise d'introduction, c'est la clarification par rapport aux aides. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu général, hein, d'ailleurs. Ça concerne aussi tout ce qui est comme pour la rénovation énergétique. Il y a pas mal d'aides qui sont prévues, les C2E, ma prime rénov, etc., etc. Et bon, les résidents, ils sont un peu perdus par rapport à toutes ces aides. Et donc là aussi, bon, il y a un besoin de clarification. C'est un des freins à lever. Voilà, Xavier, donc je voulais dire en guise d'introduction. Donc, les raisons qui aujourd'hui fait que ça bouillonne, ça part un peu de tous les côtés, et aussi les freins qu'il faut essayer de contourner. Là aussi, je pense que je n'ai pas été exhaustif, et je pense que Frédéric complétera mon exposé. Justement, Claude, alors donc tu fais le passage de main, le passage de témoin pour que Frédéric. Alors ce qu'on s'est dit, c'est que effectivement, on ferait un premier tour de table avec des présentations avec l'ARC, l'APC, Enedis, The Plug, et l'AVER, et puis qu'ensuite on serait dans un débat. On a à peu près, on va dérouler. Je propose ces présentations. Frédéric, si de l'homo pour l'APC, je peux avancer même à moins que tu veuilles partager. Oui, bah vas-y, oui. Bon, bonjour allons-y. Bonjour, mais ce sera aussi simple comme ça, en effet. Oui, alors du coup, merci pour l'invitation. Donc peut-être quelques mots sur l'Agence parisienne du climat, ce que vous ne connaissez peut-être pas forcément. L'APC, on est, et puis après ça, je rentrerai pour une présentation très rapide d'une étude qu'on a menée sur le territoire parisien autour des bornes de recharge électrique. Elle a été livrée en tout début d'année, donc c'est de l'actualité encore chaude. Oui, pour l'APC, en quelques mots, on est ce qu'on appelle, donc on est l'Agence parisienne du climat. On est ce qu'on appelle une agence locale de l'énergie et du climat, comme il y en a un peu partout en France. Notre rôle pour Paris, c'est de faire avant tout un conseil, un accompagnement, une sensibilisation des Parisiennes et Parisiens sur les enjeux de transition énergétique. Et plus particulièrement, tu peux passer à la slide suivante, notre job est beaucoup à Paris d'accompagner les copropriétaires et les professionnels de la copropriété, syndics, mais aussi tout type d'intervenants, sur les sujets de rénovation énergétique. Donc à ce titre, aujourd'hui, on est en contact avec à peu près 3000 copropriétés parisiennes, et puis tout cela, on le mène sous la bannière de Coach Copro, qui est une plateforme web. Donc, si vous êtes copropriétaire à Paris, mais aussi un peu partout en France, vous pouvez tout à fait aller prendre de l'information et être accompagné via coachcopro.com. Donc, ce qu'on fait, c'est d'aider des copropriétaires soucieux d'agir sur ces questions de transition écologique au niveau de leur copropriété à avancer. Donc soit vers la conduite de travaux de rénovation, mais aussi de plus en plus, on parle de bornes de recharge, de mobilité en général et en particulier de mobilité électrique. Et donc à ce titre, on a mis en place une étude, je vais y revenir juste après. Dans le cadre de Coach CoPro aussi, on a tout un travail d'animation des filières professionnelles. Donc si vous êtes professionnel actif en matière de copropriété, il vous est possible de vous signaler auprès de nous, soit en nous contactant directement, soit en vous signalant auprès de Coach CoPro. Donc il y a un annuaire des professionnels et là il y a une démarche pour pouvoir s'inscrire et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas. Et donc voilà, donc du coup on est acteur un peu au quotidien du conseil aux copropriétés. Et puis tu peux passer à la slide suivante, Xavier. Du coup il y a à peu près un an, on a deux partenaires de l'agence qui sont la ville de Paris et Enedis, donc le distributeur d'électricité, qui sont venus nous voir pour nous demander de travailler de façon un peu plus poussée sur le sujet des bornes de recharge électrique. Donc la mobilité électrique, évidemment, c'est un enjeu de la transition énergétique, des évolutions, pour faire plus de développement durable dans notre société. Et le contexte plus spécifiquement qu'on a à Paris, alors qui vous intéressera peut-être pas tous, mais je vous livre tout de même pour un peu voir le contexte, c'est simplement que la mobilité électrique est amenée à se développer de façon massive et rapide, que la ville de Paris, en tant que gestionnaire des espaces publics et notamment de la voirie, conduit un travail d'électrification des stationnements en voirie, mais c'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin et du coup il faut que les surfaces privées prennent en charge, donc les propriétaires privés prennent en charge aussi ces questions de
de recharge électrique. Alors, quand on est dans du pavillon, c'est finalement relativement simple, hein. Je suis propriétaire de mon pavillon, j'ai mon stationnement, je l'électrifie, voire même simplement je mets une rallonge. Donc, c'est relativement simple en copropriété, puisqu'on est sur un espace collectif, et ben, du coup, il y a besoin de prendre ça en charge avec les codes et les habitudes de la copropriété. Donc, nous, ce qu'on a fait avec cette étude, dont vous avez les résultats accessibles en ligne, c'est simplement de pouvoir évaluer quels sont les enjeux et les freins à lever pour accélérer l'électrification des copropriétés, et puis tout simplement réaliser un état des lieux de la situation. Donc ça s'est structuré autour de 2 travaux. D'abord, un travail de connaissance territoriale, donc repérer où sont les enjeux, les potentiels sur le bâti parisien. Je vais y revenir juste après. Et puis, ça a été aussi un travail de contact avec les copropriétaires. On a mené une enquête auprès d'un peu plus de 500 copropriétaires qui nous ont répondu. Et je vais vous proposer là les quelques pistes qui ont été notées, repérées. Tu peux passer à la slide suivante, Xavier. Alors, peut-être d'abord pour regarder un petit peu ce que c'est que Paris. Paris, c'est 1 200 000 habitants. Pour 80% d'entre eux, ils habitent dans le parc privé, donc en copropriété. Pour 20% d'entre eux, ils sont dans le parc social, donc ça, on s'y est moins intéressé sur cette étude. Et ce parc de copropriété à Paris, il est réparti en 42 500 copropriétés. Toutes ne disposent pas de stationnement, donc toutes n'étaient pas concernées par cette étude. Pour les 42 500 copropriétés parisiennes, il y en a seulement 8 900 qui disposent de stationnement. Et donc ces 8 900 copropriétés hébergent plus de 300 000 places de stationnement. Et donc, par l'analyse du territoire et du bâti, donc là c'est un peu la manipulation de données, on a pu constater que, et ça c'est un effet levier qui me semble important à noter, que seulement 4% des copropriétés à Paris regroupent près de la moitié du stationnement. Donc 4%, soit 1500 copropriétés, qui à eux seuls représentent 145 000 places de stationnement. Donc du coup, si on a fait ce travail-là, c'est pour voir où est-ce qu'on peut agir, et qu'en fait, en touchant 4% du parc, là, on pourrait déjà régler la moitié du problème. Alors si, pour ceux qui connaissent un peu Paris, là, vous voyez une petite carte du territoire parisien, et puis chaque point égale une copropriété où il y a un potentiel d'électrification important. Et là, ce qui était assez marquant, c'était de voir que ça se positionne surtout sur les arrondissements extérieurs de Paris, parce que c'est là où on a des immeubles qui sont plus propices. On est souvent sur des immeubles 30 Glorieuses qui souvent ont eu du stationnement en sous-sol créé à la construction de l'immeuble. Et puis, on retrouve aussi un tropisme plutôt sur l'ouest parisien, qui se retrouve notamment par le type d'immeuble, mais aussi par les habitants. On a une proportion d'habitants plutôt CSP, un peu au-delà du parc moyen, et qui du coup utilisent plus leur véhicule, et donc qui du coup seraient les premiers intéressés à avoir de la recharge électrique. Donc voilà, 4% du parc de copropriété qui réglerait la moitié du sujet de l'électrification. Slide suivante. Alors ça, c'était le premier point que je voulais vous partager. Vous voyez, on fait simple et rapide. Après, il y a un document beaucoup plus complet. L'autre point, c'était aussi, on a interrogé les copropriétaires sur, voilà, pour eux, c'est quoi les enjeux, c'est quoi leurs besoins en matière de mobilité électrique. Et du coup, on a plusieurs résultats qui en sont sortis et 2 enjeux cruciaux. Alors, les principaux résultats. La première chose qui nous a marqué, c'est qu'aujourd'hui, autant le sujet est clairement émergent, et ce que nous disait Claude tout à l'heure sur 5-6 personnes sur ces événements il y a 3-4 ans sur le sujet, et maintenant on fait ça le comble, on se retrouve aussi dans l'enquête. Donc, il y a clairement un sujet émergent sur la mobilité électrique, mais qui est pour le moment uniquement constitué de démarches individuelles. C'est-à-dire que les copropriétaires, en fait, sont plutôt en train de gérer du droit à la prise. Donc, un copropriétaire qui a une place de parking, qui souhaite avoir sa borne de recharge et qui, du coup, engage des démarches pour pouvoir avoir sa prise. Mais c'est uniquement ça. On a aujourd'hui très peu de démarches dans une logique de prééquipement collectif. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que globalement, les copropriétaires, et pourtant on n'a pas eu ceux qui nous répondent ne sont pas les moins informés, constatent qu'ils sont un peu perdus par rapport aux informations disponibles là-dessus, avec notamment, on y reviendra après, un vrai besoin d'informations neutres et indépendantes sur ces sujets. Et d'informations aussi qui soient adaptées à leur statut de copropriétaire. C'est-à-dire que souvent on parle de mobilité en mode
j'ai mon pavillon avec mon garage, alors qu'en copropriété, c'est un petit peu, c'est différent. Et puis, on a également le même besoin qui est exprimé par les syndics, qui sont pourtant des professionnels, et donc du coup, ont une plus large capacité à développer une connaissance du sujet. Le troisième point, on n'a pas été surpris, c'est juste le constat que ça prend du temps en copropriété. Donc ça, on le sait, la copropriété, la prise de décision, elle se fait pas en un claquement de doigts, elle se fait par le processus que vous connaissez tous, des assemblées générales. Là, en l'occurrence, il y en aura certainement 2 à franchir pour aller vers un prééquipement collectif. Et donc du coup, voilà, ça c'est jouer avec ces règles-là. Et puis enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis là, donc un intérêt pour les sujets de mobilité, et pas d'ailleurs que de mobilité électrique. Souvent, le sujet de mobilité, en tout cas sur Paris, donc sur la ville très dense, est abordé de façon non unique, parce qu'il y a aussi l'enjeu du stationnement vélo, des recharges de trottinettes électriques, et tous les conflits d'usage qui vont autour de ça. Et si on regroupe ces résultats, on peut noter 2 enjeux cruciaux, selon nous. Le premier, c'est le besoin d'information. Ça peut pourtant sembler évident que l'information est disponible pour des gens qui sont dans la partie, mais ce n'est pas du tout le cas encore aujourd'hui pour les copropriétaires. Et à nouveau, quand on prend une décision en copropriété, on la prend en collectif, ce qui fait qu'on ne peut pas s'adresser juste à des gens déjà convaincus. Quand on est en pavillon, on est maître chez soi, et si on va avoir une voiture électrique, on en assume toutes les conséquences et on prend les décisions à suivre soi-même. Là, en copropriété, comme l'a expliqué Claude, s'il y a certainement des personnes qui vont souhaiter s'équiper, il y en a aussi d'autres qui vont être a priori contre, soit pour des raisons économiques, mais soit tout simplement pour de différentes craintes qu'on connaît. À chaque fois qu'il y a un changement de copropriété, on voit toujours des opposants. Donc il y a besoin d'informer tout le monde. Ça, c'est le premier enjeu crucial. Le deuxième enjeu, c'est l'anticipation, puisque pour le moment, on est encore dans une posture de subir des demandes de droit à la prise, alors que si on veut vraiment traiter ce sujet, l'enjeu du prééquipement collectif est assez incontournable, et ça, d'autres en parleront tout à l'heure, notamment du côté d'Enedis et d'EDF. Point suivant. Ça, je ne m'y arrête pas plus que ça, mais vous connaissez un peu les processus de décision en copropriété. Nous, ce qu'on constate, c'est que vu l'explosion de ces besoins de raccordement en recharge électrique, on ne peut pas juste raisonner en démarche individuelle, donc il y aura un enjeu de faire des démarches collectives. Et si on veut passer par la démarche collective, il y a principalement 2 étapes à passer. Une première étape d'étude, et qui suppose certainement un vote en AG pour engager une étude, puis un vote sur la solution d'équipement. Donc ça veut dire que il faut prévoir, de l'ordre de 2 ans pour prendre ça en charge proprement, et donc il faut s'y mettre dès maintenant, parce qu'au rythme où la mobilité électrique se développe, 2 ans, ça semble déjà très loin vu le rythme d'équipement. Voilà, je termine juste par 2 petites slides, je crois, sur... Alors, sur les aides, justement, Frédéric, peut-être que c'est comme ça un sujet qui va être abordé, c'est pour pas faire un doublon avec oui. l'AVER. Est-ce que il n'y a pas un risque là-dessus? Si, et justement, on n'a pas eu le temps de s'en parler avant. Donc, on les zappe, et il y aura simplement une aide parisienne en particulier dont je parlerai à ce moment-là. On en parlera sur la table ronde, mais en tout cas, il y a tes coordonnées. Et puis, il y a également, je mets une diapo là avec un centre de ressources, alors peut-être on peut en parler. Il y a des infos. Oui, alors du coup, là, je vous ai mis plusieurs liens vers les documents qu'on a produits. Il y a une petite plaquette d'informations, alors c'est pas la seule, et l'AVER nous présentera ces documents qui viennent de sortir, qui est accessible sur le site de l'APC, apc-paris.com. Et puis, on a une étude complète qui présente dans le détail ce que je vous ai présenté, et celle-ci est accessible en ligne. Voilà. Merci beaucoup Frédéric là, pour cette présentation. Là, ça vient compléter le tableau qu'avait initié Claude Pouet de l'Arc. Juste pour préciser au public, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction en fin de conférence, et ceux qui répondent au questionnaire de satisfaction recevront les présentations. C'est un petit deal qu'on fait entre nous. Donc, vous recevrez également toutes ces présentations donc avec les liens. Est-ce que Olivier, donc moi je propose de continuer à partager mon écran, puisque je suis parti comme ça. C'est aussi bien.
Vous m'avez donc Olivier Terral pour Enedis. Donc on va compléter le tableau effectivement sur l'équiper son parking avec une infrastructure collective. Hein. Là on va rentrer un peu dans le détail hein, Oui, tout à fait. l'équipement. Alors, on peut passer rapidement sur le premier slide, Xavier, si tu veux bien, juste pour rappeler que Enedis, nous, on est le gestionnaire du réseau public de distribution. Vous savez que désormais, depuis la loi Elan, les colonnes montantes ont été transférées dans le patrimoine du réseau public et donc, j'allais dire depuis l'année dernière, en fait, toutes les colonnes sont désormais exploitées et aussi, le cas échéant, renouvelées par le distributeur. Donc, on est mobilisé bien évidemment sur le développement de la mobilité électrique, qui est un gros sujet. Et dès l'instant où la recharge se fait à domicile et qu'il y a beaucoup de franciliens qui habitent en copropriété, évidemment, c'est un enjeu majeur. Donc, si on peut passer sur le slide d'après, moi, je voulais m'attarder sur ce slide-là qui résume un petit peu les infrastructures. Je voudrais rebondir sur ce que disait Frédéric, sur le fait que aujourd'hui, il y a un droit à la prise qui existe, qui a même été renforcé par une loi récente, la loi d'orientation des mobilités. Donc la copropriété ne peut pas s'opposer à la demande individuelle d'un occupant, qu'il soit copropriétaire ou locataire, ou même locataire d'une place de parking non résident. Ne peut pas donc s'opposer à ce qu'il puisse installer une borne de recharge sur la place de parking qu'il occupe, sauf motif sérieux et légitime. Et le motif sérieux et légitime que le législateur a prévu, c'est justement si la copropriété a décidé ou a réalisé déjà un équipement électrique collectif qui justement est destiné à alimenter les bornes de recharge. En d'autres termes, si un occupant veut installer sa borne de recharge individuelle en titre de droit à la prise, il en a tout à fait le droit et il peut se connecter notamment sur les services généraux de l'immeuble. C'est la configuration numéro 2 sur le schéma. C'est souvent la configuration qui est utilisée pour les droits à la prise parce qu'il y a une petite puissance résiduelle qui existe sur le compteur des services généraux et que c'est finalement assez pratique d'aller connecter une prise renforcée ou une borne sur le tableau électrique des services généraux. Et ça, la copropriété ne peut pas s'y opposer, sauf encore une fois si elle a mis une autre infrastructure en place. Et ça, c'est destiné justement à préserver les droits de chaque utilisateur de véhicules électriques à pouvoir recharger sa voiture à domicile. Donc, soit la copropriété laisse faire, et le risque, c'est que les premiers arrivés, premiers servis, donc ils pourront bénéficier de la puissance qu'il y a sur ce compteur des services généraux, mais très souvent, alors il y a dans des cas assez rares, il y a un compteur des services généraux qui est très puissant, où il y a une forte réserve de puissance et où là tout peut bien se passer, mais dans la majorité des cas, c'est souvent des compteurs qui ont une puissance relativement limitée, qui en plus utilisent déjà cette puissance pour alimenter des ascenseurs, de la ventilation, donc ça peut effectivement être délicat d'installer beaucoup de bornes de recharge. Alors on peut installer quelques bornes peut-être sur ces compteurs, mais si on se projette sur un avenir, comme l'a dit Claude tout à l'heure, de ZFE avec 20, 25, 30, 50% de véhicules électriques dans les immeubles d'ici une dizaine d'années, il va falloir faire quelque chose. Et préparer l'avenir, c'est important, notamment dans une logique un petit peu patrimoniale de valorisation du parking et donc du logement. Et donc là, il est important de faire un équipement collectif. Et cet équipement collectif, l'idée, c'est d'accueillir progressivement les demandes de bornes de recharge. Alors aujourd'hui, il y en a très peu, mais à terme, il y en aura beaucoup. Et donc, il faut une infrastructure qui soit évolutive. Donc là-dessus, il y a deux grandes familles d'infrastructures collectives. Il y a la configuration, j'allais dire, d'une extension du réseau public. Donc, c'est finalement le même principe que la colonne montante qui dessert chaque logement, mais sauf qu'on la met à l'horizontale, dans le parking. Et donc, on tire un câble public de réseau distribution dans le parking. Et ensuite, chaque copropriétaire peut, s'il le souhaite, demander à raccorder un compteur individuel comme pour son logement sur sa place de parking ou son box ou son garage, et ensuite alimenter ses usages, notamment la recharge de véhicules électriques, et ainsi acheter son électricité au fournisseur qui le souhaite et piloter sa recharge par rapport à l'offre de fourniture. Il y a
désormais des fournisseurs d'électricité qui proposent des offres intéressantes pour recharger sa voiture à des moments favorables et à des prix attractifs. Et puis, vous avez une deuxième configuration, et Émilie en parlera mieux que moi après, parce que là, c'est plutôt des configurations plébiscitées par des opérateurs de recharge, où là, l'idée, c'est plutôt que la copropriété confie finalement l'ensemble de l'infrastructure à un opérateur qui va réaliser l'intégralité de l'infrastructure, souvent en créant un nouveau compteur et en demandant donc à Enedis de raccorder un nouveau compteur de puissance qui va être dédié à l'alimentation de l'ensemble des bornes de recharge et indépendant des services généraux. Donc ça, c'est important, ça évite de perturber le fonctionnement et d'avoir des problématiques aussi de répartition des charges différenciées. Donc là, en fait, toute l'alimentation électrique de ce compteur passe pour l'alimentation des véhicules électriques. Bien évidemment, si on est sur un seul compteur qui alimente l'ensemble des bornes de recharge, ça nécessite un pilotage et une répartition de la charge pour veiller à ce que la répartition se fasse correctement et optimiser bien évidemment aussi l'abonnement de puissance de ce compteur qui est en tête. Voilà très rapidement les deux grandes configurations et nous, effectivement, côté Enedis, on recommande fortement aux copropriétés de réfléchir à un équipement collectif dès à présent, sans forcément attendre d'avoir déjà des droits à la prise et des branchements plus ou moins ponctuels qui se présentent avec la difficulté ensuite de devoir articuler, je dirais, des copropriétaires qui auraient un droit à la prise sur des services généraux et puis une infrastructure qui serait déléguée à un opérateur ou au réseau public. Voilà. Et je suis bien évidemment attentif à vos questions en fin de séquence. Il y a une autre diapo, je crois, Olivier. Est-ce que tu veux la... Oui, alors ça c'était juste en termes de contact, plutôt que de mettre mon nom. Voilà, je voulais vous inviter pour plus d'informations sur l'accompagnement de votre projet, déjà à consulter notre site enedis.fr où vous allez retrouver des informations justement sur comment traiter une demande de raccordement d'une infrastructure de recharge collective et aussi le très beau site et le très beau guide que l'AVER a édité et pour lequel nous sommes partenaires, mais je pense que peut-être Camille et Ludovic y reviendront ultérieurement. Voilà, merci Olivier. D'ailleurs, il y a tes coordonnées aussi qui sont sur la plaquette. Merci pour avoir complété ce tableau. Ben, on continue alors à aller dans le détail. Émilie, vous êtes avec nous et vous allez pouvoir effectivement nous parler pour The Plug sur la solution sans frais pour la copropriété. Alors, on est curieux de savoir comment ça Oui, marche. donc The Plug est donc un opérateur de recharge pour véhicules électriques spécialisé dans la copropriété. Et donc le schéma qu'on déploie est celui qu'Olivier vient de présenter en numéro 3. Donc on peut peut-être passer sur le slide suivant. Donc, le principe est effectivement de créer un nouveau point de livraison qui va être dédié aux véhicules électriques et complètement indépendant du compteur des parties communes, à partir duquel on va déployer une infrastructure de recharge. Et donc, on va installer les bornes de recharge au fur et à mesure des demandes des résidents de l'immeuble. La particularité effectivement de l'offre The Plug est qu'on va prendre en charge tout l'investissement dans l'infrastructure mutualisée. En fait, on va vraiment gérer l'ensemble du service de recharge pour la copropriété. Et on a une solution qui est sans frais pour la copropriété. Et il y a uniquement les utilisateurs qui souhaitent bénéficier du service qui vont donc acheter leur borne de recharge et payer un abonnement. L'intérêt de cette solution, c'est que
on va s'occuper de tout ce qui est refacturation des consommations d'électricité. Donc, il n'y a pas de gestion au niveau de la copropriété, comme on est sur un compteur indépendant. Et surtout, on va gérer le service dans la durée en faisant évoluer l'infrastructure en fonction de la demande. Et donc, on s'engage à investir dans l'infrastructure dans la durée pour répondre à l'essor de la demande. On peut passer au slide suivant. Donc, comment on met en place une solution telle que celle de The Plug dans un immeuble. Donc, en fait, The Plug va vraiment accompagner la copropriété sur l'ensemble du projet. Depuis la validation en assemblée générale, puisque pour pouvoir intervenir dans un immeuble, on va devoir faire valider la solution en assemblée générale et la copropriété va signer une convention avec The Plug qui autorise The Plug à intervenir et à proposer son service dans l'immeuble. Je précise que c'est une convention qui est sans exclusivité, donc si la copropriété souhaite par la suite faire le choix d'un autre opérateur, c'est complètement possible. Donc, une fois que la solution est validée en assemblée générale, on va attendre la première demande d'abonnement. À partir de la première demande d'abonnement, on va déployer l'infrastructure et on va vraiment s'occuper de toute la phase travaux, donc l'installation du point de livraison par Enedis, puis l'installation de notre infrastructure et de la borne de recharge sur l'emplacement des utilisateurs. Donc, en principe, voilà, le délai moyen du coup pour le premier utilisateur, enfin minimum 12 semaines qui correspond au délai d'ouverture du point de livraison. Et ensuite, on est plutôt sur des délais de 3 à 4 semaines pour les utilisateurs suivants. Et comme le disait du coup Olivier, il y a un vrai intérêt à anticiper la question de la recharge en copropriété et à étudier la solution en assemblée générale sans attendre qu'il y ait une première demande d'un utilisateur, parce que comme l'assemblée générale, c'est qu'une fois par an, il vaut mieux voilà, anticiper le sujet et ne pas prendre de décision hâtive ou se retrouver ensuite contraint de commencer par des droits à la prise. Voilà. Il y a une dernière diapo, c'est ça, Émilie, vous avez terminé sur votre présentation. C'était juste le contact. Après, s'il y a des questions plus précises. On reviendra dessus. Donc, ouais. Merci Émilie là, pour avoir fait un focus sur la solution 3, si j'ai bien compris, qui est un point de livraison et après, derrière, vous prenez en charge, à partir de ce point de livraison, la distribution du service auprès des différents copropriétaires. Je ne me suis pas trompé, j'ai bien résumé. Non, c'est très bien. C'est ça. Ensuite, donc, on va aborder donc du coup le point effectivement financement, parce que effectivement dans la solution 3, ce que j'en ai compris, c'est que c'est vous qui vous occupez de cette prise en charge de ce financement, mais dans les points 1 et 2, il faut que la copropriété finance cette partie-là, tout au moins sur la solution 1 que présentait Olivier. Et donc peut-être vous allez nous présenter ces choses-là. Il y a aussi du financement dans la partie 3, hein, dans la solution 3. Hein. Il y a aussi du financement. Alors on va y revenir. On va laisser Émilie après voilà. On rentre dans la discussion. Vous voulez peut-être que j'avance sur les diapos? Oui. Donc rebonjour à tous. Hein, Ludovic Coutan de l'Aver France. Effectivement, on va parler un petit peu financement, mais pas que, hein, parce que l'Aver France va au-delà du programme Advenir. On a d'autres activités, et puis comme ça a été souligné, effectivement, le programme Advenir va intervenir dans tout type de projet. Voilà, et là c'est du financement donc public qui est notamment issu de ce qu'on appelle un programme C2E.
Pour la faire très très court, c'est une forme de taxe aux acteurs de la vente d'énergie qui est donc réaffectée dans ce programme. Peut-être en introduction, donc sur le slide suivant, voilà, développer en quelques mots qu'est-ce que l'AVER, parce que tout le monde ne nous connaît pas forcément. Donc en fait, on est une association professionnelle qui œuvre sur le sujet de la mobilité électrique. On a aujourd'hui près de 200 adhérents entreprises qui viennent de différents secteurs qui sont les secteurs, on va dire, qui font la mobilité électrique, donc des acteurs de l'automobile, des acteurs de l'énergie, des acteurs de l'électronique, du bâtiment et des acteurs collectivités. Et en fait, on va constituer un pôle de compétences et de connaissances pour justement accompagner le développement de cette industrie. Voilà, une petite particularité, c'est qu'on a aussi des relais un peu partout en France au travers de nos associations régionales. Camille détaillera la chose un petit peu plus, mais c'est intéressant de le noter. Et voilà, on va mener différents projets, des projets qui sont, on va dire, le cœur de l'activité de l'AVER, qui est de servir de plateforme d'échange et de partage de bonnes pratiques. Et tout ça amène à la publication de certains documents de référence, dont notamment, là, si on passe sur le slide suivant, ouais, alors c'est celui d'après, il doit y avoir un petit... Non, toujours pas? D'accord, bon, c'est quel diapo que vous voulez alors, j'ai mis à jour avancer un petit peu tardivement, mais c'est pas grave. En tout cas, de toute façon, l'information avait été dévoilée, mais on vient de sortir une publication relativement intéressante pour aider justement les acteurs en copropriété à mettre en place des infrastructures de recharge. Donc, on revient un petit peu sur les éléments qui ont été évoqués. J'ai compris ce qui s'est passé, c'est que la synchro, je vais juste arrêter alors. Excusez-moi, alors on va faire la petite manip parce que vous avez rajouté des diapos pendant que j'ai lancé la présentation. C'est ça, voilà, c'est celle-là la diapo que vous voulez? Exactement. Donc voilà, on vient de sortir voilà. un guide de référence, voilà, pour vraiment faciliter l'installation de bornes de recharge dans les copropriétés en France. C'est un guide qui a été élaboré, voilà, en concertation avec des acteurs majeurs de la filière, Enedis, la FFIE, le Gimelec, mais également des acteurs un peu du monde de l'immobilier avec la FNAIM et l'UNIS. Et donc, ce guide revient un peu sur les différents éléments qui ont été partagés, les détails, et essaye de proposer justement des conclusions pour aider les personnes qui mèneraient des projets dans ce domaine à avancer. Donc voilà, ça fait partie des activités un petit peu cœur de l'AVER France, mais au-delà de cette activité, l'AVER France donc opère également le programme Advenir, qui est donc un programme C2E comme je l'évoquais. Et là, si on peut passer à la slide suivante. Et donc, le programme Advenir, c'est finalement un des principaux instruments de financement public des infrastructures de recharge au niveau national. On va opérer auprès de différents publics, les copropriétés, mais aussi les entreprises et les collectivités. Donc, on a, tout un panel de primes divers et variés qui permet d'accompagner différents types de projets. Le programme a été lancé en 2016 et il a véritablement vécu une étape un peu clé en septembre dernier, puisque nous avons été reconduits pour la période 2020-2023 avec une nouvelle dotation budgétaire, puisqu'on est passé de 20 millions d'euros à 120 millions d'euros, donc quelque chose d'assez conséquent. À date, donc depuis 2016, avec un phénomène d'accélération très fort sur les 2 dernières années, donc nous avons financé 29 000 points de recharge, avec un objectif d'atteindre 60 000 points de recharge d'ici à fin 2023. Et voilà, sur l'accélération, elle est très vive. Donc, de 2016 à fin 2019, on avait financé environ 10 000 points de charge.
En 2020, on en a financé 10 000 de plus. Donc, en une année, on a fait ce qu'on avait fait en 4 années. Et en 2021, qui s'annonce également record, on vient de franchir la barre des 9 000 points de recharge alors qu'on n'est pas encore à la moitié de l'année. Donc, c'est vraiment sur une dynamique forte. Et sur la partie copropriété, en 2021, on est à peu près à x3 par rapport à ce qu'on faisait en 2020. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous, mais surtout pour nos bénéficiaires qui peuvent donc profiter de ces financements publics. Si on passe à la suite. Voilà, je voulais une question, oui, ça porte, mais peut-être que j'ai la réponse là, oui, c'est ça. À la fois sur les bornes et sur les infrastructures. Voilà, tout à fait. On va financer les deux types d'infrastructures. Bon, voilà, dans le jargon, on parle d'infrastructures collectives et d'infrastructures individuelles. La partie collective étant tout ce qu'on appelle le pré-câblage, donc le raccordement de puissance, les câbles qui vont être installés dans les différents parkings et autres, les armoires électriques, donc c'est toute la partie électrique qui vient avant la borne. Et après, l'infrastructure individuelle, donc c'est la borne, son installation et son raccordement au tableau électrique. Donc, on va financer les deux parties selon différentes modalités. Donc, sur la partie résidentielle collectif, qui est celle qui concerne tout le monde aujourd'hui, on va avoir 3 types de primes. Tout d'abord, on va financer les points de recharge qui sont à destination individuel pour un usage individuel. Donc, c'est typiquement une personne qui dispose d'une place de parking et qui souhaite s'équiper de sa borne individuelle pour son usage. Donc là, on va avoir un taux d'aide de 50% du coût donc de la fourniture et de l'installation du point de charge, limité à 960 € hors taxe. On va aussi venir accompagner les projets de bornes partagées parce que dans certains cas, c'est pertinent dans certaines copropriétés, d'avoir une borne finalement qui est installée sur une place qui n'est pas attribuée à une personne en particulier. Et là, il y a des mécanismes qui permettent à différents copropriétaires de venir se recharger à tour de rôle. Donc ça aussi, on va financer ce type de projet, toujours avec un taux d'aide de 50%, mais cette fois donc avec une limite à 1 660 € parce que ce sont des bornes généralement un petit peu plus cossu que ce qu'on pourrait mettre sur de l'usage individuel. Et on va également donc financer la partie pré-câblage et infrastructure collective. Là, avec un taux d'aide toujours de 50%, on a différents plafonds qui s'appliquent pour correspondre au projet, donc limité à 8 000 € pour les parkings jusqu'à 100 places. Et après, vous avez une majoration du plafond de 75 € par point de charge, par place de parking. Une petite coquille que je corrigerai, donc par place de parking supplémentaire. Donc un parking de plus de 100 places pourra se faire financer plus de 8 000 € en fonction du nombre de places supplémentaires. Et également, petit point à noter, nous accompagnons les copropriétés pour lesquelles cela est nécessaire dans les travaux de VRD. Parfois, il est nécessaire de creuser des tranchées ou ce type de travaux. C'est principalement pour les copropriétés qui ont des parkings extérieurs. Et là, on vient aussi financer ces travaux-là avec un taux d'aide de 50% et une limite à 3 000 €. Évidemment, pour retrouver plus d'informations sur l'ensemble de ces dispositifs, vous pouvez tout simplement visiter le site advenir.mobi qui recense donc l'ensemble de ces informations et bien plus encore. Une question, Ludovic, parce qu'on ne va pas y revenir tout à l'heure, mais c'est bien la place de parking générale, pas équipée, là, ce que tu donnes là. Hein, c'est bien ça, c'est la place de parking. Est-ce que ça sous-entend un pourcentage de places équipées? Alors, en fait, nous, on va financer des infrastructures collectives qui ne sont pas rattachées à des places de parking dédiées. C'est ça a été décrit précédemment, mais c'est une amenée de puissance et du matériel électrique qui va permettre le raccordement a posteriori de points de recharge individuels ou partagés sur l'ensemble du parking.
Nous, on va financer cette infrastructure-là. Et effectivement, dans notre système, cette infrastructure est prise en charge dès lors qu'elle a été dimensionnée pour répondre à au moins 20% des usages du parking. Donc, grosso modo, si on prend un exemple d'un parking de 100 places, nous, on va financer une infrastructure dont les caractéristiques techniques auront été conçues pour répondre à 20% des besoins de ce parking et donc pour alimenter au moins 20 places de parking dans des conditions confortables. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Voilà, je voulais juste vous donner 2-3 repères sur les grandes étapes d'une demande de prime à devenir. Donc nous aussi, là ça peut être intéressant pour certains d'entre vous comme information, mais nous on va préconiser le plus possible à ce que les particuliers ou même les copropriétés soient accompagnés par des professionnels du secteur. Voilà, il y en a de nombreux professionnels partout sur le territoire. Sur notre site, il est possible de trouver des listings qui recensent l'ensemble des professionnels avec lesquels le programme à devenir collabore. Mais on va inviter les bénéficiaires finaux à se faire accompagner parce que ce sont des projets qui ont tout de même une forme de technicité et il est toujours plus confortable d'être accompagné par une personne qui connaît le secteur plutôt que d'entreprendre le projet soi-même. Voilà. Quoi qu'il en soit, les grandes étapes d'une demande de prime sont les suivantes. L'étape 1 et l'étape 2, voilà, ces 2 étapes sont uniquement pour les professionnels de la filière, parce qu'on va leur demander, dans un premier temps, de se déclarer auprès de notre outil informatique et du programme. Et une fois que leur offre est inscrite dans notre système, ensuite, on va pouvoir donner lieu à une demande de prime. Donc, quand on est particulier ou bénéficiaire direct, on passe tout de suite à l'étape 3. Mais voilà, notre préconisation, c'est plutôt de se faire accompagner par des professionnels et eux devront passer par l'étape 1 et 2, qu'on appelle, nous, la labellisation d'offres. Mais après, donc, on tombe dans une demande de prime classique. Donc, l'étape 3, c'est une offre qui, voilà, il suffit d'aller sur notre site, d'ouvrir un formulaire, remplir des informations. Une fois que cette demande de prime a été complétée, on va la valider. Là, il y a un processus qui va être lancé automatiquement qui s'appelle le signature d'une proposition d'offre. Et là, finalement, on va calculer le montant auquel votre projet est éligible. Et suite à signature, on va réserver les fonds sur notre dotation. Suite à cette étape 4, les parties prenantes d'un projet ont 6 mois pour réaliser les travaux. Et donc, voilà, certains iront plus vite, d'autres utiliseront ce délai. Et à l'issue donc de ce délai, il est demandé, ou pendant ce délai avant, hein, il est demandé donc d'apporter en fin de projet des justificatifs supplémentaires, type une facture, un PV de réception des travaux, une photo, etc. Et nous, une fois qu'on a récupéré l'ensemble des justificatifs qui attestent bien de la bonne tenue des travaux conformément à l'offre qui a été signée en étape 4, eh bien, nous allons réaliser sous 45 jours le paiement de la prime à devenir qui est due. Voilà, donc c'est finalement assez simple. On va sur un site, crée une demande de prime, on envoie les pièces justificatives et après, le programme verse les fonds qui sont associés au projet. Voilà, je crois que j'en ai fini pour la partie à devenir infrastructure. Et du coup, peut-être que Xavier, je laisse la main à Camille. Voilà, on va continuer tout de suite avec Camille. On va finir sur la formation et puis après on va rentrer dans le vif de la table ronde. Camille, on vous laisse avancer. Alors du coup, je mets votre diapo. Merci Xavier. Alors, du coup, le volet formation du programme Advenir a été créé dans le cadre de la reconduction d'Advenir pour la période 2020-2023.
avec un budget donc de 10 millions d'euros et un objectif de sensibiliser 50 000 personnes. Donc, l'objectif précis d'Advenir Formation, c'est d'amener de l'information pour accélérer le passage à la mobilité électrique. Donc, 3 cibles ont été identifiées. Évidemment, les professionnels de l'immobilier, mais aussi les collectivités et le grand public. Donc, pour ce qui est des professionnels de l'immobilier, 900 sessions de formation vont être organisées d'ici à fin 2023, ce qui représente en gros 20 sessions de formation par an et par région. L'AVER France a signé des conventions de partenariat avec l'ensemble des AVER régionales que vous voyez représentées sur la carte juste à l'écran. Donc, l'objectif, c'est que l'ensemble de ces associations remplissent les objectifs qui leur ont été fixés, donc d'assurer des sessions de formation dans l'ensemble des territoires. Et on va pouvoir passer à la slide suivante. Merci. Voilà, donc le contenu de ces formations, vous le voyez également à l'écran. Voilà, l'objet, c'est vraiment, comme le disait tout à l'heure Frédéric de l'APC, c'est d'apporter une information neutre et fiable aux acteurs donc de la transition vers la mobilité électrique. Et pour cela, on va vraiment venir répondre aux enjeux et aux problématiques auxquelles se heurtent les syndics de copro, mais aussi les bailleurs sociaux. Donc, on a cherché dans ces supports de formation à vraiment aider les syndics dans leur projet en lien avec la mobilité électrique. Donc, il va y avoir un volet bonne pratique où on va également rappeler les aides à l'installation de bornes de recharge, donc les aides à venir, mais également les autres. On parlera aussi des enjeux de la recharge en copropriété en présentant les acteurs intervenants donc, sur les chantiers, les différents modèles économiques et puis les moyens existants donc, pour optimiser la consommation énergétique. On parlera également du cadre réglementaire pour former les professionnels de l'immobilier à la réglementation en vigueur en ce qui concerne la mobilité électrique. Donc, on parlait tout à l'heure du droit à la prise. Ce sera notamment les lois qui seront abordées dans ce support de formation. Et enfin, on abordera les bénéfices pour les copropriétaires en présentant donc des retours d'expérience, donc des retours d'expérience un peu partout sur le territoire. Voilà, donc si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mes coordonnées juste ensuite. Et également contacter Claude Pouet, donc on a réalisé un travail avec l'ARC pour vous permettre, pour nous permettre à l'AVER France de mener des actions auprès donc des adhérents de l'ARC dans l'ensemble des territoires. Donc, vous aurez certainement des communications de l'ARC là-dessus et je reste également disponible. Merci Camille, on va pouvoir, cher conférencier, rouvrir les caméras et les micros. Voilà, merci Camille, on va pouvoir, cher conférencier, rouvrir les caméras et les caméras. On va passer maintenant dans la partie table ronde et je vous propose de laisser ouvrir au moins ça nous manque tellement les caméras pour que le public soit mais on va recommencer un petit peu. Ça nous manque tellement de se voir notamment lors de la fête de la musique. Donc, peut-être avant de commencer cette table ronde, donc, j'ai une petite surprise. Peut-être avant de commencer cette table ronde, cher public, j'ai une petite surprise. C'est un petit sondage pour savoir si vous avez bien retenu tout ce qui a été dit. C'est un petit sondage pour savoir si vous avez bien retenu le débat, tout ce qui a été dit. Et puis, ça sera peut-être l'occasion de lancer le débat. C'est un petit quiz. Et je vous permets de voter. Je vous dis un sondage. C'est un petit quiz. Et je vous permets de voter. C'est simple, c'est un petit pop-up qui se met. Vous avez le droit à la prise ne concerne que les parkings clos et couverts, vrai ou faux. Le droit à la prise ne concerne que les parkings clos et couverts. Vous pouvez commencer à voter. Et les conférenciers, je ne sais pas si on l'a traité, on va aussi revenir après. L'aide à devenir infrastructure collective et cumulable, vous avez le droit de voter aussi. Avec l'aide à devenir infrastructure collective et cumulable, vrai ou faux, avec l'aide à devenir borne de recharge individuelle, on va y revenir vrai ou faux. Et puis la troisième question, c'est le coût du raccordement au réseau via une colonne horizontale. Et puis la troisième question, c'est le coût du raccordement au réseau via une colonne horizontale et pris en charge par le gestionnaire du réseau à hauteur
Voilà, je vous laisse voter. Allez, 10 secondes pour voter sur ces 3 questions. 9. Voilà, je vous laisse voter. Allez, 8, 10 secondes pour voter sur ces 3 questions. 6. Allez, Claude aussi. 8. Je te vois voter. 7. 5, mais tu connais toutes les réponses. Allez, Claude aussi. Je te vois voter. 3. 5, mais tu connais toutes les réponses. 4. 0. Là, je vous fais. Tout le monde a voté à peu près. 0. Je mets fin au vote. Je vous fais. Je partage les résultats. Tout le monde a voté à peu près. Je mets fin au vote. Qu'est-ce qui veut répondre à la première question? Alors, le droit à la prise ne concerne que les parkings clos et couverts. Qu'est-ce qui veut répondre à la première question? Alors, le droit à la prise ne concerne que les parkings clos et couverts. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Olivier, peut-être? Pour moi, le droit à la prise, il concerne tous les parkings. Il a été étendu. Alors, autrefois, il était que pour les parkings clos et couverts, mais la dernière loi d'orientation des mobilités l'a étendu à tous les parkings associés aux immeubles collectifs. Tout le monde est d'accord avec Oui, cette je chose-là? confirme. Donc c'est bien faux, les 88% les qui ont voté correctement, c'est des gens qui connaissent ce sujet. Donc c'est bien faux, les 88% l'aide qui ont voté correctement, c'est des gens qui connaissent ce sujet qui suivent. L'aide à devenir collective est cumulable avec l'aide à devenir bande de recharge individuelle, c'est vrai ou collective est cumulable avec l'aide à devenir bande de recharge individuelle, c'est vrai ou c'est faux? Alors la réponse est vraie, effectivement, c'est cumulable. Donc les et puis la dernière question, le coût du 79% de raccordement en répondants réseau ne via se une sont colonne pas trompés. horizontale est pris en charge par le gestionnaire de réseau à hauteur de combien de pourcents? Alors ça c'est Olivier qui par le gestionnaire de réseau à hauteur de combien de pourcents? Alors ça c'est Olivier qui connaît ça par cœur. C'est 40%, effectivement. En fait, que tous les raccordements au réseau, quels qu'ils soient, sont pris en charge par le tarif d'utilisation du réseau à hauteur de 40%. Donc c'est en fait la collectivité qui prend en charge. Nous ne sommes que l'instrument de la collectivité. Je vous ai partagé les résultats. Mais non, je vous ai pas partagé les résultats. Je vous ai partagé les résultats. Je vous ai pas partagé les résultats. Si, il fallait descendre le petit il ascenseur. y avait 50% qui est sur le 40%. 50%. Il y avait 50% qui est sur le 40%. C'est très bien, on a un public averti alors qu'il nous suit aujourd'hui. Donc c'est intéressant. C'est très bien, on a un public averti alors qu'il nous suit aujourd'hui. Donc pour ouvrir cette table ronde, de voir qui est avec nous aujourd'hui. Ce petit quiz. Moi j'avais une question quand même. C'était pas très clair parce que finalement Claude a commencé à en parler. Moi j'avais une question quand même. Vous, Émilie. C'était pas très clair parce que finalement Claude a commencé à en parler. Oui, mais il y a des financements quand même. La CoPro doit prendre en partie. Oui, mais il y a des financements quand même. C'est ce que tu voulais dire, Claude, y compris dans la solution The Plug. Partie de financement. C'est ce que tu voulais dire, Claude, y compris dans la solution The Plug. Oui, enfin, c'est pas ce que tu disais, mais bon, tu disais que dans la solution 3, advenir, enfin, le financement advenir n'intervenait pas. Donc c'est là que je te disais que moi, normalement, il intervient. Enfin, ça, l'AVER pourra répondre. Et puis moi, j'avais une question à poser à Émilie, parce qu'elle a dit qu'on pouvait changer de prestataire. Alors, moi, je dissocie toujours la partie infrastructure de la partie installation de bornes. Lorsque c'est vous qui installez qui êtes retenu dans une copropriété, quelles sont les marges de manœuvre pour la copropriété par rapport à l'infrastructure, par rapport à la place de stationnement? Oui, alors quand The Plug est retenu comme prestataire, en fait, si les clients, enfin les copropriétaires qui veulent bénéficier de notre service et donc être raccordés à notre infrastructure mutualisée, doivent forcément passer par nous pour faire installer la borne de recharge. Les bornes qu'on installe, c'est du matériel standard. Voilà, c'est fabrication française et qui peut être raccordé à n'importe quelle autre alimentation électrique. Donc là-dessus, voilà, il n'y a pas de dépendance au matériel. En revanche, effectivement, toutes les bornes qui sont raccordées à notre infrastructure, elles sont raccordées par nos installateurs pour des questions de responsabilité. On ne peut pas s'engager à maintenir une infrastructure en état de marche et à laisser n'importe qui intervenir dessus. Donc là-dessus, effectivement. Après, si dans la copropriété, certaines personnes souhaitent faire appel à un système concurrent, il n'y a aucun souci. C'est juste que
le système concurrent doit également être validé en AG. Un système concurrent pourquoi? Pour la place de stationnement ou pour l'infrastructure? Non, pour l'infrastructure. Mais ça, c'est verrouillé en principe. Et pour la place. Nous, on recommande à nos adhérents de le verrouiller. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez choisi un prestataire, vous gardez le même prestataire. Il n'est pas question que notre résident, il aille faire installer un réseau parallèle. Donc, si c'est autorisé en assemblée générale, c'est possible. Après, effectivement, le cas de figure est pour le moment assez rare. Même on l'a pas encore vraiment eu, mais en tout cas c'est une possibilité. Si la copropriété n'est pas satisfaite de notre service, elle peut décider de faire intervenir un autre opérateur, mais ça doit bien entendu faire l'objet d'une validation en assemblée générale. D'accord. Voilà. Okay. Donc, sur le financement, je ne sais pas si c'est Ludovic. Et sur le financement, juste à titre de précision, effectivement, alors au niveau du financement de l'infrastructure, dans l'offre, c'est spécifique à The Plug, on ne fait pas appel à l'aide à devenir pour le financement de l'infrastructure mutualisée, puisqu'on prend, nous, à notre charge, ces coûts d'infrastructure. En revanche, il existe des systèmes dans lesquels la copropriété peut décider d'investir dans cette infrastructure et du coup va pouvoir bénéficier de l'aide à devenir sur cette infrastructure mutualisée dans laquelle elle aura investi. Et pour l'installation des bornes de recharge individuelles, elles sont bien dans tous les cas éligibles effectivement à l'aide à devenir et bénéficient d'un financement à hauteur de 960 € qu'on s'occupe de récupérer voilà. pour l'utilisateur. Si on revient, Olivier, aussi, il y avait une question que je me posais, c'était les ventes de véhicules. Si on revient, Olivier, aussi, il y avait une question que je me posais, ça n'apparaît pas tout à fait dans vos présentations. Les ventes de véhicules actuellement, parce qu'on installe suffisamment de bornes par rapport au marché. Ce qui n'apparaît pas tout à fait dans vos présentations. Comment on progresse ce marché de vente de véhicules? On installe suffisamment de bornes par rapport au marché de vente de véhicules électriques. Comment on progresse ce marché de vente de véhicules? Je sais que tu as quelques chiffres là-dessus. C'est les ventes de véhicules électriques, c'est la VER qui les a. Ludovic, il vaut mieux que ce soit la VER qui réponde. C'est la VER qui les a. Et donc, c'est quoi finalement les chiffres de vente de véhicules? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi finalement les chiffres de vente de véhicules pour répondre aux besoins? Et est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à monter à bornes de recharge électrique pour répondre aux besoins? Alors, est-ce qu'on arrive à monter aussi vite? Alors, les chiffres de vente de véhicules, après, est-ce qu'on arrive à installer suffisamment de bornes assez vite? Là, il faut plus se tourner vers les utilisateurs que vers la VER, parce que bon, chacun a des besoins différents. On peut se recharger à domicile, on peut se recharger sur son lieu de travail. Il y a certaines personnes aussi qui se rechargent sur la voirie ou sur des bornes de manière ponctuelle. Donc c'est pas forcément directement corrélé. Ce que je peux commenter avec plus de manière plus à l'aise, c'est les ventes de véhicules à l'heure actuelle, puisque donc à la VER, nous avons un baromètre qui est publié de manière périodique. Effectivement, donc merci à Olivier de nous avoir passer la main sur ce sujet. Donc, ce baromètre, il est accessible publiquement sur le site de l'AVER France. Et grosso modo, donc aujourd'hui en France, il y a 582 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables qui sont en circulation. Donc, on a dépassé le demi-million de véhicules récemment et l'année 2021 sera vraisemblablement une année record. Au mois de mai dernier, donc c'est 25 000 véhicules qui ont été vendus et depuis le mois de janvier 2021, 111 000 véhicules immatriculés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont cette bonne performance. Donc déjà, c'est un élément en soi, mais c'est complètement à contre-courant de la dynamique des ventes automobiles à l'heure actuelle, puisque cette période de crise sanitaire a plutôt eu pour effet une baisse des ventes de véhicules au niveau global, et l'électrique donc se porte très bien malgré ce contexte plutôt morose. Donc ce sont des chiffres donc qui attestent de la vitalité des ventes
et qui devrait Oui, donc si on encore dit 110 000 véhicules s'intensifier immatriculés dans depuis les le début années de à l'année, hein, venir. c'est ça, si je retiens Exactement. Oui, donc Ce ce chiffre-là, chiffre-là, 110 000 à véhicules peu immatriculés près depuis le début de l'année, 50% hein, sont en c'est ça, si je copropriété retiens Exactement. aujourd'hui, ce chiffre-là. À peu près 50% sont en copropriété. Alors, Sans regarder l'épaisseur du trait, sans chipoter sur l'épaisseur du trait, on va dire que peut-être il y a 50 000, sans regarder l'épaisseur du trait, sans chipoter sur l'épaisseur du trait, on va dire que peut-être il y a 50 000 véhicules en nous, on suit copropriété qui les sont immatriculations, donc malheureusement, on ne va pas avoir l'information. on va pas avoir Voilà, ça, il faudrait l'information. Oui, est-ce que Frédéric, voilà, ça, il faudrait creuser un petit l'APC, peu. je sais que vous avez. Est-ce que Frédéric, on a parlé de coach copro, mais est-ce que l'APC, je sais que vous avez référence les projets qui sont sur est-ce que ce coach copro aussi les véhicules électriques et est-ce qu'on voit une augmentation augmentation forte des véhicules électriques et est-ce qu'on voit une augmentation forte des demandes des copropriétaires? Alors oui, ça c'est clair. On voit une augmentation forte sur les mêmes tendances que ce qu'a pu nous partager notamment Claude. Là, depuis le début de l'année, sur un an, on est à plusieurs dizaines de prises de contact. Quand il y a 2-3 ans, on avait 0 demande. Donc oui, en évolution, c'est considérable. Après, en volume, ça ne l'est pas encore tant que ça aujourd'hui. Puisque, comme on se l'est un peu tous dit, l'essentiel aujourd'hui est plutôt sur de la demande individuelle que sur la demande collective. Donc ça évolue, ça avance, mais on n'est pas encore à l'échelle de ce que ça pourrait être. Faudrait quasiment compter en centaines de demandes pour être à peu près sur les volumes. Et ce que j'ai retenu sur ta présentation, c'est que finalement, c'est les immeubles des 30 Glorieuses qui sont. Et ce que j'ai retenu sur ta présentation, c'est que finalement, c'est les immeubles des 30 Glorieuses. On les voit bien d'ailleurs sur la répartition les immeubles de Paris. Il y a le potentiel le plus important. Il y a le potentiel le plus important. On les voit bien d'ailleurs sur la répartition d'installation de Paris. En effet, parce que tout simplement, c'est des immeubles d'installation de bornes de recharge. En effet, parce que tout simplement, c'est des immeubles où on était dans le règne de la voiture. Hein, c'était le grand moment. Donc, du coup, c'est des immeubles qui ont été construits avec les stationnements, le plus souvent en stationnement souterrain. Et donc, j'ai vu une question qui est passée là où sur le droit individuel. Du parc de stationnement. S'il y a une démarche, j'ai vu une question qui est passée sur le droit individuel, mais qui traîne un petit peu. Est-ce que quand même une démarche peut faire valoir son droit individuel, mais qui traîne un petit peu. Est-ce que quand même une personne peut faire valoir son droit individuel? Bien sûr, elle le peut. Mais simplement, alors je n'ai pas de cas en tête de ce côté-là, mais oui, simplement là, c'est assez. La loi précise que c'est s'il y a une décision actée ou une réalisation, mais s'il n'y a pas de décision actée, si c'est en cours au sens une réflexion, normalement le droit à la prise reste complètement effectif. Ouais. Oui, il y a un délai, Olivier, je crois, de 6 mois, non, c'est ça? Alors, c'est le recours pour que la copropriété puisse s'opposer au droit à la prise, c'est-à-dire que si un occupant exerce un droit à la prise, c'est à la copropriété de s'y opposer et même d'entrer en justice, puisqu'il faut saisir le tribunal judiciaire, et le délai de recours pour la copropriété a été ramené à 3 mois même. Il n'est plus de 6 mois, mais de 3 mois maintenant. 3 mois. Et je croyais, moi, que si au bout de 6 mois, la copropriété n'a pas bougé, le copropriétaire, il peut faire valoir son droit à la prise et faire le raccordement. Maintenant, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Oui, c'est effectivement 3 mois. En revanche, il y a effectivement, si il y avait un projet collectif en cours de déploiement au moment où il y a eu l'exercice du droit à la prise, la copropriété a 6 mois pour que le projet soit mis en place. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme dit Émilie, si la copro a décidé la mise en place d'une infra et qu'elle n'est pas encore en place, c'est un motif suffisant pour rejeter le droit à la prise, sous réserve qu'effectivement cette infrastructure soit effectivement mise en place dans les 6 mois. Mais on revient après aussi sur les délais qu'évoquait Ludovic, là, sur les délais de réalisation de cette infra collective à partir du moment où la copro a décidé. Là-dessus, c'est effectivement Camilleri, il y a sur les syndics qui portent peut-être là-dessus, c'est effectivement il y a peut-être des gens qui ont porté sur les syndics qui a été marqué comme résolu. Il y a peut-être des syndics qui c'est Olivier qui bouge pas, non mais c'est pas grave. Le syndic qui bouge pas depuis le syndic qui bouge depuis 5 mois, non mais c'est pas grave. Le syndic qui bouge pas des professionnels de l'immobilier qui connaissent pas vraiment effectivement il y a peut-être des professionnels
l'immobilier qui connaissent pas vraiment encore ce qu'ils doivent faire et à quelle vitesse ils J'ai doivent le répondu parce que je ne savais pas si c'était nous, Enedis, qui étions en retard, et auquel cas ça m'intéressait d'avoir le mail du dossier pour reboucler avec mes équipes, ou si c'était le syndic lui-même qui, en fait, n'avait pas bougé. Parce que voilà, Voilà. 5 mois, ça. Oui, le syndic, disons, la question, c'était le syndic a depuis 5 mois le dossier technique à transmettre. Oui, le syndic, disons, la question, c'était le syndic a depuis 5 mois le dossier technique à transmettre à Enedis, mais cela ne bouge pas. C'est pour ça que vous avez mis en place cette formation sur les syndics qui ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Une déficience, et quels sont les délais qu'ils doivent respecter. Ils ont déjà tellement de choses à faire. Qui ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire et quels sont les délais qu'ils doivent respecter. Ils ont déjà tellement de choses à faire par ailleurs. Oui, tout à fait. C'est des process qui sont présentés dans le support à devenir formation. Oui. On y revient dans le détail. Ouais. Est-ce que Claude… Vous aviez un point important, mais c'était dit par Frédéric, parce que la formation qui est développée par la VER, ça vise à anticiper. Je crois que ça a été dit. Nous, on pousse nos adhérents à prendre en main même s'il n'y a pas de demande, pour ne pas être, ça a été dit par tout le monde, de ne pas être pris de court, d'avoir à bricoler une solution sur un PDL existant qui est peut-être à la limite de la saturation. Donc, et toute la campagne de formation, tout ça qu'on essaie de déployer avec la VER, ça doit contribuer justement à faire bouger les choses, à faire en sorte que et les syndics et les conseils syndicaux et les syndics bénévoles anticipent, engagent des études, regardent quelle peut être la meilleure solution et tout ça. Ça c'est un point important. Est-ce qu'il ne faudrait pas former aussi, Claude, les présidents de conseils syndicaux mais c'est parti, on a fait… on essaie, non. Alors, on travaille donc avec Camille et Ludovic là, auprès de nos arcs de l'UNARC. Bon, ils ne sont pas faciles à faire bouger, les provinciaux. N'est-ce pas, Camille? Bon, et on essaie, président, membre de conseil syndical, pourquoi pas copropriétaire. Il y avait une question technique. Là, je vais aborder quelques questions techniques. On a comme ça. Il y avait une question technique. Là, je vais aborder quelques questions techniques. Vous avez parlé, Émilie, de 4G également de débat. Sont reliés avec. Vous avez parlé, pourquoi est-ce qu'on ne branche pas la fibre? J'ai bien compris, les bornes sont reliées avec la fibre optique. Pourquoi est-ce qu'on ne branche pas la fibre? Maintenant, on a de plus en plus la fibre optique dans les copropriétés. Il faut ouvrir le micro. Il faut ouvrir le micro. Alors, concrètement, je pense que dans les parkings, je ne suis pas sûre que les parkings soient fibrés. En tout cas, nous, c'est la solution la plus évidente qu'on a trouvée. Enfin, la 4G, elle sert juste à remonter les données de consommation à distance qui sont réalisées sur les bornes. C'est de la télérelève, quoi. Vous faites de la télérelève. Oui. Si je peux me permettre un peu en complément là, de ce qui a été dit, en fait, la fibre optique, c'est des débits qui sont pas forcément justifiés par les volumes de remontée des données. Les remontées des données, ça se chiffre en kilo-octets ou mégaoctets par jour. C'est des données qui sont extrêmement faibles. Et la fibre optique, ça va être ça va être vraiment surdimensionné, et qui plus est, la fibre optique a beau être présente dans un certain nombre de copropriétés, tirer un câble jusque dans le parking et s'assurer que l'ensemble des postes de transformation, enfin pas les postes de transformation, des armoires électriques soient bien connectés à la fibre, c'est un coût qui est supérieur à celui d'installer un module 4G et qui permet de remplir le besoin de manière facilité et plus économique. Donc en fait, la fibre optique n'est pas forcément la solution la plus pertinente. Ludovic, parce que surdimensionné et plus coûteuse. Vous parlez des aides Ludovic, €900 pour les bornes individuelles. J'ai bien parlé des aides qui sont plafonnées à 900 €, mais c'est quoi le coût réel j'ai bien compris qui sont plafonnées? Est-ce que c'est quoi le coût réel d'une grande partie de borne du besoin? En moyenne, est-ce que vous couvrez une grande partie du besoin ou vous en êtes très loin? Non. Nous, en fait, nos aides ont été dimensionnées pour correspondre à notre taux d'intervention de 50%. Ouais. Et après, derrière, sur les montants précis d'une borne, ça dépend de ce que l'on souhaite, ça dépend des installateurs et de leurs prestations. Donc, il faut faire, si on veut le meilleur prix, il faut faire marcher un petit peu la concurrence. Si on est pressé, on va voir son installateur de confiance et
Voilà, mais après, nos aides ont été justement dimensionnées pour correspondre à peu près à notre taux Frédéric, d'intervention de 50%. stimuler ces 1500, ces 1300 copropriétés, j'ai pu le stimuler ces 1500 ou 350 copropriétés à Paris, j'ai pu le chiffre exact en tête. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont prévus d'animation? On va voir. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont prévus d'animation? Est-ce qu'on va voir on tape à la porte? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Alors, l'objet de l'étude que je vous ai présentée était aussi de mettre en place un plan d'action sur lequel aujourd'hui on n'a pas de grande visibilité. Ce que je peux vous dire, peut-être deux choses. D'une part, il y a déjà des choses existantes que je peux porter à la connaissance des Parisiennes et Parisiens s'il y en a dans la salle, c'est qu'il y a aussi des aides qui viennent en cumul de ce que propose Advenir, donc des aides de la ville de Paris sur le prééquipement et sur les bornes. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça peut intéresser. Donc ça, c'est déjà là et saisissez-vous de ces aides disponibles, puisqu'elles viennent en cumul. Le deuxième point, c'est dans le cadre des services qu'on rend à l'APC, on est disponible pour les copropriétaires qui nous posent des questions. Donc, si vous êtes copropriétaire, vous ne savez pas comment avancer sur un sujet de ce type-là, on est disponible. Donc là, contact sur coachcopro.com et après ça, avec votre interlocuteur dédié. Voilà pour les points de base. Après, en effet, nous, on souhaiterait qu'on se doter des moyens pour aller faire du démarchage, ou en tout cas de l'information dédiée là, pour les 1400 copropriétés concernées. Aujourd'hui, on n'en a pas encore les moyens. Mais, une question de Gilles qui dit une copro a fait une demande avec une question de société. Cette société ne gère pas le télérelevé, demande que le compteur société. Cette société ne gère pas le télérelevé. Quelqu'un peut répondre sur cet aspect technique. Ça doit être Est-ce que quelqu'un peut répondre sur cet aspect technique? Il peut y avoir cette solution. Ça doit être heure pleine, heure creuse. Hein. C'est-à-dire que le compteur des services généraux, il peut être soit en base, soit en heure pleine, heure creuse. Ça dépend de l'offre d'électricité qu'on prend. Et effectivement, pour un pilotage énergétique de la borne, et notamment pour être éligible à Advenir, il faut à minima un pilotage heure pleine, heure creuse. Donc de fait, je pense que la société là, avait demandé à passer en heure pleine, heure creuse. Bon, après, c'est vrai que après, c'est un choix de la copropriété de passer ou pas. Bon, c'est vrai que pour des services généraux qui ne nécessitent pas de leur pleine heure creuse, passer tous les services généraux en heure pleine heure creuse uniquement parce qu'on met une borne dessus, bon, ça fait un peu. Vous, Émilie, vous passez. C'est les limites un peu du droit à la prise. Cet aspect-là. Voilà. Vous, Émilie, vous passez. Comment vous traitez cet aspect-là? Nous, justement, on est dans la configuration où on va créer un nouveau point de livraison, donc on ne demande rien à la copropriété. Le cas qui est décrit, comme le dit Olivier, c'est dans le cas, c'est un branchement sur les services généraux, donc ça correspond à l'exercice sans doute d'un droit à la prise, mais nous, dans le cas de l'infrastructure déployée par The Plug, justement, c'est pour éviter ce genre de problème qu'on ouvre un nouveau compteur et qu'on s'occupe de prendre l'abonnement d'électricité qu'il faut dessus et on ne sollicite pas la copropriété sur ce point. Il faut préciser juste. Olivier, à mon avis, pourrait nous éclairer, qui revient souvent nous, de la part de copropriété, c'est quelle puissance? 3,7 Olivier, vous pouvez nous dire un peu alors, ce qui est sûr, c'est qu'en résidentiel, il faut éviter la forte puissance. Donc, il n'est pas du tout nécessaire de se charger à de la forte puissance. Et quand je dis forte puissance, les bornes en voirie, c'est du 22 kW en triphasé, mais c'est finalement trop puissant pour le résidentiel parce que avec 7 kW, vous chargez largement une autonomie complète de votre batterie en une nuit, même pas de recharge. Le 3 kW peut aussi être tout à fait compatible avec un usage entre guillemets modéré de la voiture. C'est-à-dire si vous faites moins de 100 km par jour, finalement 3 kW ça suffit amplement aussi pour se charger. Notamment des hybrides rechargeables ont rarement une autonomie au-delà de 50 km ou 100 km. Donc finalement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une très forte puissance pour recharger ces types de véhicules. On constate quand même, là-dessus je parle sous le contrôle de Émilie et puis de Ludovic, qu'effectivement pour des voitures 100% électriques et des voitures qui commencent à devenir des voitures, principales du foyer, des grosses berlines, 7 kW c'est le bon standard et en plus c'est le standard de tous les fabricants, donc c'est compatible avec à peu près toutes les voitures. Oui,
J'abonde dans le sens de ce que tu dis, Olivier, et d'ailleurs un peu dans le guide de l'AVER, c'est un peu ce qu'on a essayé de synthétiser, c'est que finalement, pour définir la bonne puissance de recharge, il faut faire le point sur ses besoins. La puissance qui va vraiment être, on va dire, la puissance de référence sur un usage en copropriété, ça va être 7,4 kg. Après, pour certains types de besoins, on va dire moindres, 3,7 sera tout aussi pertinent et permettra même peut-être des économies. Et après, bon, pour les très très gros rouleurs, de manière ponctuelle, elle est un petit peu au-dessus, mais voilà, 7,4 est vraiment, en termes de la puissance, puissance de référence. Aujourd'hui à amener cette puissance. On imagine un parking de 100 places de puissance, qui est équipé en véhicule électrique. On imagine un parking. Est-ce qu'on arrivera à amener la puissance dans le bâtiment équipé en véhicule électrique? Ça posait problème ou pas? Est-ce qu'on arrivera à amener la puissance dans le bâtiment? Ça posait problème ou pas? Alors en fait, ce qui aujourd'hui est appliqué dans le programme Advenir et qui est un petit peu une bonne pratique partagée au niveau de l'industrie, c'est qu'on va pas avoir besoin d'alimenter de disposer d'une puissance qui permette d'alimenter en simultané les bornes à 7,4. Si vous avez 10 bornes, en fait, si vous dimensionnez votre infrastructure à 74 kVA, finalement, vous allez avoir une infrastructure surdimensionnée parce que les véhicules ne rechargeront jamais tous en même temps et à pleine puissance. Et donc, sur le secteur, il y a ce qu'on appelle un coefficient de foisonnement qui est appliqué à cette puissance de recharge. Et généralement, celui qui aujourd'hui est communément utilisé, et en tout cas par le programme Advenir, c'est 40%. Donc, on va en fait dimensionner l'infrastructure de telle manière à ce qu'elle couvre 40% de ces 74 kVA. Après, il faut des systèmes de pilotage exactement. Pour gérer cette distribution. Mais après, il faut des systèmes de pilotage. Est-ce que ces systèmes de pilotage, pour gérer cette distribution, la charge de la voiture? Est-ce que ces systèmes de pilotage, ils gèrent aussi en fonction de la charge de la voiture, Émilie? Alors, non, pour le moment, en fait, les informations de niveau de charge de la voiture ne sont pas partagées. Enfin, elles restent au niveau du véhicule. Donc, c'est plus en fonction de la puissance qui est disponible au niveau du parking que le pilotage va se faire. Et puis, quand il y aura plus d'ouverture des données, effectivement, on pourra intégrer les données de charge des véhicules. Mais pour le moment, ce ne sont pas des données qui sont ouvertes. Une question de monsieur madame Sossard qui dit j'ai une copropriété de 109 appartements, 3 bâtiments. Une question de monsieur madame Sossard qui dit j'ai une copropriété de 109 appartements, 3 bâtiments, 54 garages couverts et le reste en parking extérieur. Faut-il plusieurs armoires d'éclatement? 54 garages couverts et le reste en parking extérieur. Faut-il plusieurs armoires d'éclatement? Alors, c'est une question un peu technique. Oui, alors le sujet du parking extérieur, effectivement, il faut regarder, tout dépend de la configuration, mais a priori, oui, il faudra plusieurs armoires et potentiellement plusieurs points de livraison. Donc, le mieux, c'est si vous souhaitez, en tout cas que, par exemple, The Plug étudie la configuration, il faut nous contacter. Il y a également l'ALEC qui est avec nous, l'ALEC de pleine commune que Frédéric doit connaître. Il y a également l'ALEC qui est avec nous, l'ALEC de pleine commune qui pose une question sur les constructions neuves. Il y a des facilités à l'installation de bornes de recharge. Sur les constructions neuves, il y a des facilités à l'installation de bornes de recharge neuves. Est-ce qu'il y a des facilités sur les constructions neuves? Il y a même des obligations, Ludovic. Tout à fait, il y a des obligations qui sont d'ailleurs bien mentionnées dans le cadre de nos formations. Il y a différents, là, je ne les ai pas forcément en tête, mais il y a différentes dates un petit peu clés pour les bâtiments, mais grosso modo, il va y avoir des obligations d'équipement, surtout en pré-équipement, même d'ailleurs uniquement en pré-équipement. Et là, c'est plutôt agréable pour les personnes qui résident dans un bâtiment neuf, puisque la partie pré-équipement, infrastructure collective a déjà été prévue par le promoteur et le constructeur.
Et donc, ils peuvent sereinement déployer des infrastructures. Est-ce que parmi les solutions 1, 2, 3 qu'a présenté Olivier, est-ce qu'on voit aujourd'hui se dessiner, est-ce que parmi les solutions 1, 2, 3 qu'a présenté Olivier, est-ce qu'on voit aujourd'hui se dessiner, on sait la répartition des choix qui sont faits par les copropriétés? Alors, je ne sais pas à qui s'adresse la question, mais côté Enedis, nous, en fait, on est impliqué dans les 3 solutions, enfin un peu moins dans la numéro 2 parce que elle concerne que les services généraux et alors on peut augmenter la puissance des services généraux, mais dans une certaine limite, parce qu'après on touche à l'installation électrique des services généraux. Après, aujourd'hui, très majoritairement, c'est la configuration 3 qui se dégage, et il y a beaucoup d'opérateurs, dont The Plug, dans la place qui propose cette configuration. La configuration 1 existe aussi, et on est sollicité aussi par des bureaux d'études ou par des copropriétés pour l'étudier. Voilà, en fait, nous, Enedis, notre position, c'est d'accompagner le raccordement électrique et l'amener de la puissance, quelle que soit la configuration choisie. Et pour nous, un opérateur ou la copropriété, c'est un client à satisfaire en termes de besoin de puissance. Et alors après, sur la question tout à l'heure de est-ce qu'on saura amener la puissance? Alors, la réponse, oui, on saura l'amener. Après, ça dépend des coûts et ça dépend de la configuration du bâtiment. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler là-dessus que nous, on recommande très, très fortement de faire une recharge la nuit en dehors des périodes de pointe du réseau. C'est l'optimum en termes d'impact environnemental, puisqu'on utilise une électricité qui est moins carbonée. Et puis, c'est un optimum aussi en termes d'utilisation des infrastructures de réseau. Voilà, d'utiliser de recharger nous, la vision que nous avons aujourd'hui, c'est la vision que nous avons aujourd'hui, c'est que quand les gens sont pris de court, c'est la solution 2, c'est-à-dire ils regardent si sur le PDL existant du parking, ils peuvent brancher un ou 2 véhicules. Donc, parce qu'ils sont pris de court, ils n'ont pas programmé. Autrement, c'est donc ou la solution 3. Donc, peu de copropriétés aujourd'hui, enfin Frédéric pourra compléter, investissent, se disent moi je veux être propriétaire de mon réseau, je vais financer selon les tantièmes des parkings, tout le monde va payer, très peu se lancent dans ce schéma. Et celui qui est en train d'émerger, c'est le schéma 1, là, ce que présentait Olivier, où là, parce qu'il est récent, ce schéma 1, Olivier, enfin, tu me corriges si je me trompe. Et donc là, de plus en plus de copropriétés s'intéressent à ce schéma. D'autant que, je ne sais pas on peut l'annoncer ici, mais je sais pas, le texte n'est pas sorti encore du Sénat, mais dans le cadre de la loi climat et résilience, il y a un texte qui pourrait favoriser. Non, je sais pas si pour l'instant, il y a des débats effectivement en cours au niveau de la loi sur des dispositifs réglementaires. Donc, on n'a pas encore d'issue sur ces débats, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Après, effectivement, nous, on accompagne toutes les configurations. Notre rôle, quand une copropriété nous sollicite pour demander des informations, c'est d'informer en toute transparence de toutes les configurations qui existent. Et ensuite, une fois que la configuration est choisie, bien évidemment, c'est de faire le raccordement électrique correspondant. Après, il y a des copropriétés qui souhaiteront plutôt une offre de service, et voilà, c'est très bien. Et puis, il y a des copropriétés qui souhaitent plutôt que chaque occupant achète son électricité indépendamment. Mais dans ce cas-là, ça nécessite aussi d'ouvrir un compteur, d'ouvrir un abonnement. Voilà, donc il y a des avantages, des inconvénients, et donc nous, ce qu'on recommande, et c'est ce que le guide Adver rappelle, c'est de prendre soin de se poser les bonnes questions pour choisir. Oui, Frédéric, tu peux dire. Non, mais Frédéric, tu peux dire. Non, mais rien à ajouter par rapport à ce que vous avez dit. En effet, le constat, il est là. L'urgence, on est plutôt sur le 2. Aujourd'hui, ce qu'on voit principalement, c'est le 3. On a un petit peu de 1.
Et je ne m'exprimerai pas sur l'avenir d'un scénario plus que l'autre. Moi, je pense qu'avant tout, c'est d'avoir le débat en copro, et c'est là où ça se décide. Il y a tellement de diversité après Oui. dans les copros Oui, parce que c'est il y difficile a un à ce plan stade global, de Frédéric, poser une vraie de tendance. la ville aussi, Oui. j'imagine, Oui, parce que la recharge, plan comme global, on disait, Frédéric, elle peut de avoir la ville lieu aussi, j'imagine, en parce que copro, elle peut avoir la lieu recharge, comme dans on disait, le elle bâtiment peut avoir tertiaire, lieu, c'est-à-dire dans en les copro, elle bureaux, peut avoir mais elle peut lieu avoir lieu aussi dans la rue, dans le bâtiment tertiaire. donc, est-ce C'est-à-dire que dans les la ville de bureaux, Paris, mais elle peut avoir lieu aussi dans la rue, a un plan aussi de donc, est-ce que déploiement la ville de de bornes de Paris, recharge, Ah oui, alors a un plan aussi de déploiement de bornes de recharge? Ah oui, alors tout à fait. Je connais moins les chiffres parce que ça sort un peu de mon quotidien, mais en effet, il y a un déploiement qui se veut assez massif sur le raccordement des places de stationnement. Alors il y a un double mouvement, hein. Il y a à la fois le raccordement de plus en plus développé des places en surface, mais il y a aussi simplement l'objectif de réduire drastiquement les places de stationnement en surface à Paris. On sait que le foncier est extrêmement compté et que le stationnement, ça prend de la place. Et donc, il y a un objectif qui a été annoncé, hein, qui est de dire on divise par 2 le stationnement en surface sur Paris. Donc, ça veut dire des places qui vont être beaucoup plus rares encore que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et aussi en parallèle, il y a aussi un travail assez important de mené par la ville sur les parkings. Donc, soit les parkings qu'elle possède en propre ou qu'elle a mis sous gestion, pour que de plus en plus aussi, ça soit quelque chose de possible pour tous les parkings souterrains que vous connaissez. On peut ajouter, Frédéric, le travail aussi qui est en cours par les bailleurs sociaux de la ville de Paris, Paris Habitat et Logiciem, RIVP, qui sont en train aussi de monter des services auprès des locataires résidents, mais aussi des locataires non résidents. C'est-à-dire C'est que ça. Parce qu'en fait, c'est ça. Côté bailleur, il y a un effet qui peut peut-être surprendre, mais on a un taux de vacances des stationnements chez les bailleurs sociaux qui est assez élevé, hein. On est à près de 25% de vacances sur ces stationnements. Et donc là, il y a toute une dynamique et une démarche des bailleurs pour faire quelque chose de ces espaces. Donc déjà réinterroger l'usage de ces espaces de souterrain qui peuvent être orientés vers d'autres usages. Je pense notamment à tous les usages de logistique de proximité, où là, il y a un vrai potentiel. Et puis, il y a une ouverture pour certains bailleurs de ces places à des locataires extérieurs à la résidence, mais ça pose beaucoup de difficultés en termes d'accessibilité, parce que ça veut dire qu'il y a des gens étrangers à la résidence qui rentrent dans les locaux, donc ça ne se fait pas toujours aussi simplement qu'on peut l'imaginer. Et puis, enfin, évidemment, l'électrification. Et là, le mouvement, il est quand même déjà très bien enclenché. Alors, il dépend évidemment de chaque bailleur, parce que chacun a sa propre stratégie, mais on est quand même sur un effet un peu plus massif, parce que évidemment, le bailleur est entièrement maître des décisions qu'il va prendre pour chacune de ses résidences. Oui. Et Émilie, déjà, vous accompagnez des bailleurs sur ces sujets? Il y a des bailleurs qui font appel à vos services pour… Oui, bien sûr. En fait, on peut déployer exactement la même solution chez les bailleurs. Donc, on travaille effectivement déjà avec des bailleurs, par exemple la RIVP à Paris. Et comme vous avez sous la main, finalement, vous installez plus de bornes chez les bailleurs ou dans les copropriétés aujourd'hui? Ah non, on est majoritairement en copropriété, mais effectivement, il y a une demande qui commence à s'organiser du côté des bailleurs, et il y a aussi des Pas que appels pour, d'offres comme disait qui se Frédéric, pas mettent que en pour place sur ces la sujets. voiture du Comme locataire, disait finalement, Frédéric, c'est la voiture des personnes extérieures. La voiture Oui. du locataire, finalement, c'est la voiture des personnes extérieures. Oui, parce qu'il y a une grande part aussi des parkings, effectivement, des immeubles des bailleurs qui sont loués à des personnes extérieures. Et du coup, on ne touche pas uniquement les locataires qui résident là, mais des personnes qui Est-ce qu'on louent a une aussi des place de solutions stationnement chez d'emplacement le qui sont bailleur. mutualisées? Est-ce qu'on a aussi des solutions d'emplacement qui sont mutualisées? C'est-à-dire que j'ai plusieurs voitures, la journée, je peux venir me garer. C'est-à-dire que j'ai plusieurs voitures, la journée, je peux venir me garer à un endroit. La borne partagée est une solution, Ouais. c'est-à-dire que s'il y a des places visiteurs dans une copro ou chez un bailleur, si les places ne sont pas attribuées, effectivement, ça peut être astucieux d'équiper ces places d'une borne de recharge et de faire tourner plutôt les voitures, et de pas. Après, la limite à ça et la difficulté, c'est que qui dit borne partagée, dit utilisation collective avec tous les aléas que ça peut générer, les incivilités, les problèmes d'entretien. Voilà. Mais effectivement, c'est aussi une solution. Et d'ailleurs, l'AVER, Advenir, subventionne, apporte des primes spécifiques sur ces bornes partagées.
Mais ça se met difficilement en place. Enfin, il n'y a pas une grosse demande. Aussi parce que dans beaucoup de parkings, c'est des places individuelles. Donc, si on commence à mutualiser des places, après, il faut changer des règlements de copropriété. Enfin, bon, il y a tout un bazar à mettre en œuvre qui décourage les. Ça marche bien sur des voitures partagées, finalement, ça aussi, on pourrait dire. Hein. Ouais, si tu veux. Alors, nous, on enregistre un certain nombre de demandes de points de recharge partagés. C'est sûr qu'en volume, c'est pas majoritaire, loin de là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment à certaines copropriétés de répondre à des situations auxquelles ils n'auraient pas pu répondre avec des points de recharge individuels. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas un volume que c'est pas forcément aussi une solution pertinente, et notamment, dans le guide, on pointe cet exemple-là des parkings extérieurs, mais sur les parkings extérieurs, les coûts de VRD, creuser les tranchées pour passer tous les câbles sont tels que ça devient une solution qui apporte beaucoup à ce niveau-là. Donc, c'est pas parce que c'est pas la majorité que c'est pas forcément pertinent. Oui, non, mais je reconnais, et en particulier sur les parkings extérieurs, puisque maintenant ça a été étendu aux parkings extérieurs, que bien souvent sur les parkings extérieurs, les places ne sont pas numérotées, elles ne sont pas attribuées. Il y avait Gilles qui nous faisait une remarque, qui nous dit si pas de retour info. Il y avait Gilles qui nous faisait une remarque, Smart Grid, on nous parle beaucoup de pas de retour de ville intelligente, de bâtiments intelligents, mais Smart Grid, on n'a pas le retour de l'info de ville intelligente, de bâtiments intelligents, mais on n'a pas le retour de l'info c'est dommage. Et d'ailleurs, je pousse la question, on a aussi, on entend parler aussi dommage. Et d'ailleurs, je pousse la question, alors je parle un peu, on a aussi, c'est le véhicule, on entend parler aussi de véhicule qui renvoie l'énergie quand le bâtiment n'a besoin. Est-ce que ça c'est devient aussi quelque chose sur lequel vous travaillez ou on est encore le bâtiment d'un besoin, la science-fiction? C'est quelque chose sur lequel vous travaillez ou on est encore dans la science-fiction? C'est des sujets sur lesquels on travaille, mais plutôt à titre prospectif, effectivement, parce que ça implique qu'il y ait un partage d'informations entre le véhicule et la borne. Donc, pour le moment, effectivement, c'est plutôt des technologies qui sont testées, mais pas encore sur le marché. Mais en tout cas, par rapport à la remarque, le fait de ne pas avoir l'information sur l'état de charge du véhicule n'empêche pas de faire, en tout cas, effectivement du pilotage énergétique au niveau du parking. En revanche, si on veut aller sur des technologies de véhicules to grid et donc utiliser la batterie du véhicule pour stocker de l'énergie et l'injecter dans le réseau quand il y a des plus fortes demandes, là, effectivement, il va falloir il y a Gilles qui pose une question, si je n'ai que 5 kW de dispo dans les services généraux, alors, une question, si c'est suffisant ou pas, 5 kW, ça va être un peu juste, Olivier, dans les services généraux, alors est-ce que c'est suffisant ou pas? Ça va être un peu juste, Olivier, peut-être. Oui, ça va être un peu juste pour mettre une borne de 7 kg, ou alors il va y avoir des problèmes. En plus, un point de remarque quand même, hein, c'est que les bornes qu'on raccorde, c'est du monophasé, et quand vous raccordez sur une installation triphasée, il y a aussi un problème d'équilibrage des phases. Voilà, donc c'est juste un point d'étude aussi, donc il faut vraiment faire appel à un professionnel électricien pour étudier l'installation et le système de pilotage, parce qu'au-delà de la puissance du compteur, il y a aussi… peut-être une dernière question, je vois le temps qui tourne et on n'est pas obligé de tenir jusqu'à 19h. Peut-être une dernière question, je vois le temps qui tourne et on n'est pas obligé de tenir jusqu'à 19h, on avait dit qu'on ferait à peu près 2 heures. En termes de planning, pour être clair, pour le public qui nous écoute, en termes de planning, pour être clair, entre le moment où je demande et le moment où j'ai ma borne, il va se passer combien de temps? Entre le moment où je demande et les grandes étapes clés, ma borne, il va se passer combien de temps? Des diapos avec des grandes étapes clés, quelques chiffres clés. Des diapos avec des plannings, mais si on donne quelques chiffres clés, peut-être Ludovic. Alors là, effectivement, il se trouve que je parle encore du guide de l'AVER, mais on a justement réalisé lors de l'élaboration de ce guide une série de tutoriels pas à pas qui permettent justement d'appréhender ces délais. Sur la partie droit à la prise,
on va être de mémoire, hein, parce que je ne les ai pas forcément, et puis Olivier, si tu les as, tu me corrigeras, mais sur droit à la prise, on va être de 3 à 6 mois, je pense, et sur la partie, du coup, si on veut insérer le projet dans une infrastructure collective, avoir un vote en AG, on va être plus de l'ordre de l'année. Voilà, 12 à 18 mois ou quelque chose. Alors, en fait, la problématique, c'est qu'effectivement, pour faire un équipement collectif au départ, il faut passer par l'Assemblée générale de CoPro, hein, c'est un impératif. Donc forcément, déjà, on est soumis à ce calendrier parce qu'il y a une AG par an. Donc forcément, déjà, ça introduit un certain délai. En plus, dès l'instant où vous avez une décision d'AG, après, vous avez un délai de recours à respecter. Donc il y a un certain nombre de délais un petit peu incompressibles que je qualifierais d'administratifs. Après, effectivement, il y a en amont de ça des études techniques à faire. Hein, comme je disais, une infrastructure collective avec une réserve de puissance, la réserve de puissance, il faut malgré tout vérifier qu'on puisse la délivrer. Donc, ça nécessite une étude de la part d'Enedis avec l'opérateur ou avec le bureau d'études ou enfin avec l'interlocuteur technique que la CoPro aura désigné. Et ça prend un certain temps, hein, de l'ordre de 2 à 3 mois. Et puis après, il y a la phase travaux. Et bon, voilà, les phases travaux, c'est une fois que l'Assemblée générale a décidé et que toutes les conventions sont signées, j'allais dire, ça peut être d'environ 3 mois. Mais l'intérêt de faire un équipement collectif, c'est ensuite de pouvoir rajouter des bornes de recharge dans un délai court. Et on vise des délais qui sont compatibles avec la livraison d'une voiture électrique. C'est-à-dire que quand vous commandez une voiture, généralement, vous l'avez sous 3 mois. L'idée, c'est d'avoir la borne de recharge sous 3 mois aussi. Sauf que si vous êtes en droit à la prise, vous pourrez l'avoir, sous réserve que la puissance de votre compteur des services généraux le permette. Et donc là encore, c'est premier arrivé, premier servi. Et si vous n'avez pas de chance, voilà, ça sera un problème. Si la copropriété a pu équiper son parking d'un équipement collectif avec un opérateur ou via une infrastructure publique, après, effectivement, vous pourrez, en tant que copropriétaire résident, faire installer votre compteur, enfin votre borne, pardon. Oui, parce que quand l'infrastructure est installée, ça va en combien de temps pour installer une borne? Parce que quand l'infrastructure est installée, ça va en combien de temps pour installer une borne? Après, quelle que soit l'infrastructure, enfin bon, après, c'est sûr que si c'est un opérateur en place, bon là, je laisserai parler The Plug, mais c'est encore plus vite, encore plus rapide parce qu'il est vraiment sur place. Après, si c'est une infrastructure publique, il y a quand même aussi à trouver un installateur électricien à titre individuel, faire poser son installation électrique, puisque dans tous les cas, quel que soit, nous, Enedis, on ne pose pas de borne, hein, on n'est pas un opérateur de borne. Donc, dans tous les cas, il faut un installateur, un professionnel pour poser une borne. Et donc, effectivement, sur la configuration 1, après, il faut compter 3 mois pour avoir ça. J'en ai profité en parallèle pour vérifier les délais qui sont indiqués dans notre guide. J'en ai profité en parallèle pour vérifier les délais qui sont indiqués dans notre guide et donc qui font consensus auprès de toutes les personnes qui ont contribué. Et il s'avère que j'avais bien révisé ma leçon parce que c'était bien ça. Donc, pour un droit à la prise, 3 à 6 mois. Et pour un projet d'infrastructure collective, on est plus sur 12 à 18 mois. Parce qu'il y a ce temps en amont de l'AG où on prépare le projet, ensuite on dépose le vote et après il y a les travaux, les délais de recours, etc. En fait, la grande question qui va se poser pour le délai en copro, c'est est-ce qu'il faut faire une AG ou 2 AG? C'est-à-dire que s'il faut passer par une AG pour l'étude, là, du coup, on est un peu contraint. Et pour décider de ça, il y a les pratiques habituelles de la copropriété concernée, et puis il y a évidemment les montants de quitus qui sont attribués. Donc si on est sur des grandes copropriétés, on a souvent un montant minimum. Enfin, je crois qu'on ne passe pas sur une AG, par exemple, en dessous de 6 000 ou 10 000 euros. Dans ce cas-là, on peut se payer l'étude sans passer par l'AG, ou bien il faut passer par l'AG pour déclencher cette étude. Voilà. L'étude, on peut commencer. L'étude, elle est aussi souvent proposée gratuitement par certains installateurs, il me semble. Après, je ne sais pas si The Plug confirmera. Oui, je confirme qu'on peut aussi, effectivement, la plupart des opérateurs réalisent les études à titre gratuit, ce qui évite d'avoir à attendre une AG pour la faire valider.
Mais ce Oui, qui est aussi avoir tout de suite un angle d'attaque sur oui, le scénario est-ce qu'on retenu, peut faire une bien assemblée évidemment. générale extraordinaire? C'est l'ALEC de Plaine Commune qui pose la question. Oui, est-ce qu'on peut faire une assemblée générale extraordinaire? C'est est-ce que le Covid, il n'a pas et puis j'avais une question subsidiaire, c'est est-ce que le Covid, il n'a pas Frédéric, il n'a pas ça ralentit aussi les AG, donc ça a peut-être ralenti aussi les programmes là qui sont en cours. La première question, oui, on peut faire une Bien assemblée sûr. générale exceptionnelle, ça c'est sûr. Je laisse Frédéric répondre sur la partie Covid. Oui, Sur la oui, partie... comme toujours, hein, les AGE, on les oublie alors qu'elles sont tout à fait possibles. Et après ça, oui, en effet, pour toutes les prises de décision en copropriété, on a vraiment subi le Covid. Alors, d'un autre côté, ça a permis de basculer notamment vers de l'AG en distanciel, enfin par correspondance, mais souvent pour les vraies prises de décision importantes, on repousse parce que ça reste compliqué de ne pas avoir cet AG en présentiel où il y a tout le temps de débat. Donc voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais ce n'est pas encore le cas. Le vote par correspondance, n'est pas facile à gérer. Ah, c'est clair. Sauf que on y arrive en faisant une réunion d'information avant. Enfin bon, c'est pas aussi évident qu'en présentiel, c'est sûr. Mais je dirais que c'est pas insurmontable pour des sujets d'investissement comme les bornes de recharge où on est encore en train de parler de quelques milliers d'euros. Nous, par ailleurs, on travaille beaucoup sur les sujets de rénovation énergétique où là, on parle plutôt en centaines de milliers, voire en millions d'euros, où là, clairement, la correspondance, c'est ingérable. Je pense que ça se tente plus facilement pour le sujet dont on parle ce soir. Oui, avec des possibilités de ratification, c'est-à-dire on fait valider après. Émilie, à partir du moment où un conseil syndical vous dit, allez, on est OK, c'est validé en Assemblée générale, quel est le délai moyen pour réaliser vous mettez Alors, pour la première, la première demande, c'est un délai moyen minimum de 12 semaines. Puisqu'on doit procéder à l'ouverture du nouveau point de livraison. Et ensuite, pour les demandes individuelles, c'est traité entre 3 et 4 semaines. C'est Enedis qui vous retarde, je comprends, hein, c'est ça. Elle n'osait pas le dire, Ouais, après, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand The Plug nous demande un compteur 36 kVA dans un immeuble, c'est l'équivalent de rajouter 6 logements. Hein. En fait, voilà. Enfin, en tout cas, il faut faire une étude à chaque fois électrique, vérifier en fonction de l'obsolescence de l'immeuble comment alimenter ce compteur. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a un temps d'étude nécessaire et voilà les 12 semaines sont le gabarit, mais des fois, malheureusement, ça arrive. On imagine donc du coup, il fallait revoir également le réseau qui est dans la voirie. On imagine donc du coup, il fallait revoir également le réseau qui est dans la voirie pour amener l'électricité parce que finalement, on demande trop. C'est-à-dire qu'on a des immeubles anciens à Paris, hein. Voilà, ça vous échappera pas. Donc effectivement, on a quelquefois, on doit faire face à des colonnes montantes un peu anciennes, pas forcément évolutives. On essaie d'éviter autant que faire se peut d'avoir à y toucher quand elles sont dans cet état. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions techniques pour peut-être se raccorder en amont. Voilà, donc il y a des problématiques de conformité électrique sur ces immeubles. Il y avait Frédéric, je t'ai vu ajouter quelque chose, non il y avait Frédéric. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour là, il est moins 5. On a fait à peu près le tour, Claude. C'est bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour là, il est moins 5. On a fait à peu près le tour, Claude, sur le sujet. Je parle à tous, il est. Oui, il y avait juste Frédéric qui devait nous parler des aides sur Paris. Du coup, je l'ai inclus avant, mais je vous ai mis le lien dans la conversation pour ceux qui sont intéressés. Donc, pour les Parisiennes, Parisiens, il y a des aides cumulables sur les sujets de mobilité et notamment d'IRVE pour les copropriétaires et les bailleurs. Et donc, je vous ai mis le lien dans la conversation et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Et puis, peut-être aussi un point sur lequel on n'a pas trop parlé, c'est les arguments en faveur du prééquipement et de l'IRVE pour la copropriété. Je pense qu'on ne peut pas perdre de vue le fait que c'est un vrai indicateur de bonne gestion d'une copropriété. C'est-à-dire que ça donne de la valeur. Ça donne de la valeur évidemment au parking concerné, mais aussi globalement à la copropriété. Et puis, il me semble aussi que c'est important de penser plus globalement sur la mobilité. Donc là, on s'intéresse à l'IRVE, mais on a un autre gros sujet de mobilité dans toutes les copros en ce moment, c'est l'explosion du nombre de vélos. Donc, il y a des locaux vélos, mais pas pour tout le monde. Et là encore, c'est un service. C'est-à-dire que si on a un local vélo qui fonctionne bien, qui n'est pas trop encombré, qui est disponible, ça, c'est des vraies valeurs d'usage pour les habitants. Et c'est aussi une vraie valeur quand il s'agit de faire de la transaction, donc quand il s'agit de vendre l'appart. Donc, il ne faut pas perdre de vue ça, et je pense que c'est l'argument clé.
et éviter les multiprises. Sur le vélo, mais si vous branchez sur le vélo, on peut dire c'est que demain, propriétaire avant d'acheter, effectivement, locataire va dire est-ce qu'il y a la fibre, est-ce que demain, propriétaire avant d'acheter, si c'est pas le cas, va dire est-ce qu'il y a la fibre, est-ce qu'il y a l'IRVE, télétravail, on peut pas travailler sans la fibre maintenant. Si c'est pas le cas, va dire et télétravail, l'IRVE, je peux pas mettre mon véhicule. Et c'est ça qu'on peut dire. l'IRVE, je peux pas mettre mon véhicule. Voilà, donc c'est la valeur d'usage, mais on arrive au bout. Voilà, donc c'est la valeur d'usage, mais on arrive au bout.